Cette fille venait tout juste de fricoter avec le fiancé de l'héroïne. Pourtant, elle a osé accuser faussement Rita de vol devant tout le monde. Pas de chance pour elle, notre héroïne n'est pas du genre à se laisser faire et l'a immédiatement démasquée. Retournons un peu en arrière, environ 10 ans plus tôt. La blonde et sa meilleure amie Kate se promenaient en ville, mais se sont égarées par hasard près du lieu d'exécution des briseuses de ménage. À ce moment-là, Rita a perdu de vue son amie et a été témoin de toute la scène. La foule en liesse s'est soudainement tue en découvrant le visage de la condamnée. Même notre héroïne a dû reconnaître qu'elle était d'une beauté incroyable. Malheureusement, le destin est cruel, et cette pauvre fille était condamnée à mourir. Avant d'être exécutée, Clara a crié à la foule, « Mon trésor est caché quelque part dans l'océan. » Ah non, je me trompe. En réalité, elle a maudit tout le monde en leur souhaitant la mort, ce qui lui a valu d'être traitée de véritable démon. À cet instant, le regard de l'héroïne a croisé ses tristes yeux violets. C'est comme si elle s'était comprise d'un seul regard, et Clara a alors chuchoté quelque chose à l'oreille de Rita. La jeune fille était sous le choc après avoir vu le sang couler et la tête tomber. On fait un bond de 10 ans dans le temps. Depuis cette nuit fatidique, Rita a maintenant 6 ans et célèbre ses fiançailles. Tous les nobles du royaume sont venus pour la féliciter. Le vicomte leur a adressé ses vœux de bonheur avec un sourire bienveillant. Il savait que la famille Grill, celle de l'héroïne, avait pour principe de toujours traiter les gens avec sincérité. Des mots qui ont profondément embarrassé notre jeune blonde. Car il y a quelques mois, son père avait fait une bêtise qui avait plongé la famille dans des dettes colossales. Pour s'en sortir financièrement, il n'avait d'autre choix que de la marier à un noble très riche, Neil. Ce dernier est l'héritier de la célèbre compagnie Bronson. Même si elle détestait ce genre de mariage arrangé, notre héroïne a fini par accepter, voyant que Neil semblait sincère et voulant sauver sa famille. Quelques jours plus tard, alors qu'elle sortait avec ses amis, celles-ci lui ont appris qu'elles avaient vu Neil très proche d'une autre femme. Et le nom de cette intruse n'était autre qu'Olivia. Elle les avait surpris en train de s'enlacer tendrement, sans compter les rumeurs disant qu'elle était folle de lui. Apprendre ça juste après ses fiançailles était un véritable choc. Pourtant, l'héroïne a tenté de garder son calme en choisissant de faire pleinement confiance à son futur époux. De retour au présent, alors que notre héroïne s'apprêtait à chercher son fiancé, elle est tombée sur lui en compagnie de cette peste. Pire encore, en apercevant Rita, l'autre a affiché un sourire triomphant. Olivia a alors pris l'initiative d'embrasser Neil, uniquement pour gâcher le bonheur de l'héroïne. Ne pouvant supporter ce spectacle, la pauvre fille a pris la fuite. Elle aurait tellement voulu ne jamais voir ça, regrettant déjà cette histoire d'amour. Après tout, leur fiançailles n'était pas née de l'amour, elle n'aurait jamais dû lui accorder toute sa confiance. Après avoir repris ses esprits, la blonde a voulu aller s'expliquer franchement avec Neil, mais elle est soudainement tombée sur Clara. Elle n'a pas réalisé que cette femme était morte 10 ans plus tôt, se disant simplement qu'elle était incroyablement belle. Elles ont échangé quelques mots, puis notre héroïne l'a invitée à se joindre à la fête. Cela a immédiatement redonné le sourire à la dame, qui a chaleureusement remercié la jeune fille. Après cela, notre blonde s'est retrouvée à errer seule au milieu des invités. Alors qu'elle se demandait quoi dire à Neil, une autre jeune demoiselle s'est approchée d'elle. Rita s'est souvenue que cette fille traînait avec Olivia, mais elle ne s'est pas méfiée pour autant. Branda a alors fait semblant de faire tomber son épingle à cheveux, et notre héroïne l'a aidée sans hésiter, loin de se douter qu'elle tombait dans un piège. La brune a prétendu avoir oublié son sac et a couru le chercher, laissant l'objet de valeur entre les mains de Rita. Mais après un long moment, son ami ne revenait toujours pas, ce qui a intrigué la blonde. C'est alors que la peste qui complotait pour lui voler son fiancé l'a apostrophée. D'un ton méprisant, elle a évoqué les problèmes d'argent de la famille de Rita, avant d'insulter la blonde de n'avoir aucune dignité pour oser voler les affaires de Brenda. C'est à ce moment précis que Rita a compris qu'elle s'était fait piéger. En entendant cela, les invités se sont tout de suite attroupés pour assister au spectacle. Olivia a continué d'accuser l'héroïne de vol, lui demandant effrontément si elle avait une excuse à donner. Face à ces attaques incessantes, la douce blonde était totalement incapable de se défendre. Quand elle a répliqué que Brenda lui avait demandé de garder l'objet, celle-ci l'a renié. La peste en a rajouté une couche en exigeant que Rita vide son sac devant tout le monde, prétextant que si elle n'avait rien à se reprocher, elle ne devait pas avoir peur. Pour couronner le tout, son lâche de fiancé s'est rallié à elle, persuadé qu'elle avait volé les bijoux par besoin d'argent. Saisissant l'occasion, Olivia a arraché le sac des mains de Rita et en a sorti le bijou avec un sourire sadique, tout en sommant l'héroïne de s'expliquer devant l'assemblée. Acculée, Rita ne savait plus quoi faire. La blonde a tenté de supplier l'autre fille de dire la vérité. Mais cette dernière était trop froussarde pour oser s'opposer à Olivia. Les autres nobles ont commencé à croire que l'héroïne était coupable. À l'inverse, cette garce s'est avancée d'un air suffisant, tout en menaçant discrètement Brenda pour qu'elle se taise. Elle s'est ensuite donné des grands airs devant Neil afin de le manipuler pour qu'il rompe ses fiançailles avec l'héroïne. Elle a collé sa poitrine contre son bras d'un air suppliant, observant qu'épouser une voleuse salirait grandement la réputation de la compagnie Bronson. Le jeune homme hésitait encore, car il n'y avait pas de preuves concrètes.
La peste a ricané en disant que tout le monde ici en avait été témoin. De plus, avec des invités de marque comme le vicomte, elle voulait qu'il annule l'engagement sur le champ. La blonde a tenté de protester, mais l'autre a pris un visage si effrayant qu'elle a complètement intimidé notre héroïne, la traitant de voleuse minable. Rita a cherché du regard les quelques personnes qui avaient assisté à toute la scène pour qu'elle témoigne en sa faveur. Malheureusement, ils ont détourné le regard, ce qui l'a fait désespérer. Dans son esprit, la pauvre fille implorait que quelqu'un vienne l'aider. Entendant son appel, Clara a exaucé sa prière. Étant un fantôme, elle a pu posséder son corps afin de permettre à Rita de contre-attaquer. En un instant, le regard et l'aura de la blonde ont totalement changé. La jeune fille a ricané de voir cette peste oser la traiter de voleuse, et elle a rétorqué en demandant qui était la véritable voleuse ici. Olivia, jalouse et envieuse, détestait Rita depuis l'enfance car elle passait son temps à faire la morale avec sa sincérité. En plus, la blonde allait épouser Neil. Que notre héroïne obtienne tout ce qu'il y avait de mieux lui était insupportable. Jalouse à en crever, elle avait mis au point ce plan machiavélique pour tout gâcher, en se servant de la faible Brenda. C'est alors que Clara, dans le corps de Rita, a balancé qu'elle avait vu une certaine femme chevaucher son fiancé. Cette révélation a totalement changé la donne, détournant l'attention de l'assemblée. Prise de panique, Olivia a nié en criant qu'elle n'avait pas fait ça, mais qu'elle avait seulement embrassé Neil. Cet imbécile de fiancé est resté sans voix face à la bêtise de sa maîtresse, leur liaison venait d'être révélée au grand jour. Tous les invités se sont mis à jaser. L'héroïne a alors souri en disant « Oh, je me suis trompée. Vous ne l'avez pas chevauché, vous l'avez juste embrassé. » Au final, qui est le véritable voleur ici? Folle de rage, l'autre a tenté de ramener le sujet sur le prétendu vol de Rita. Pas de chance pour elle, Clara avait toutes les cartes en main. D'abord, elle a jeté un regard perçant et a appelé un certain Wei, en fouillant dans les souvenirs de Rita. La blonde l'a désigné comme le témoin qui avait tout vu concernant l'épingle à cheveux. Elle lui a fait comprendre que s'il préférait se taire, libre à lui, mais qu'il ferait mieux d'être prudent car beaucoup d'autres personnes connaissaient la vérité. S'il savait et décidait de cacher les faits, cela ferait de lui leur complice. Elle a ensuite énuméré d'autres noms. Au moins 4 personnes regardaient dans la même direction à ce moment-là et connaissaient le secret de Brenda. La blonde a ajouté que s'il voulait garder le silence, elle ne les forcerait pas, mais qu'elle détestait par-dessus tous les ennuis. Clara a haussé le ton pour demander une fois de plus si Wei avait vu et entendu quelque chose. Elle lui a demandé s'il pouvait fermer les yeux sur quelqu'un qui osait calomnier une femme innocente, ou s'il espérait en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Selon l'héroïne, l'instigateur, tout comme ceux qui ferment les yeux finiront en enfer. Ces paroles étaient si tranchantes que le jeune homme, totalement intimidé, a commencé à réfléchir. Si jamais la vérité éclatait, qu'allait-on penser de lui? Son statut dans la haute société allait à coup sûr s'effondrer, et il n'aurait plus sa place parmi la noblesse. Terrorisé, il a fini par avouer la vérité, expliquant que mademoiselle Rita n'avait pas volé le bijou mais qu'on lui avait demandé de le garder. En entendant cela, les autres témoins ont tour à tour confirmé ses dires. Grâce à cela, Clara a réussi à sauver la mise à Rita. Démasquée comme la véritable coupable, Olivia était désormais indéfendable. Acculée, elle a tenté de rejeter toute la faute sur Brenda. Notre blonde s'est approchée pour la railler, faisant remarquer que sa complice tremblait déjà de peur, tout en lui disant avec un sourire qu'elle n'avait plus besoin de parler. Soulagée, Brenda a éclaté en sanglots. C'est alors que le gros lard, comme l'appelait Clara, a fait son apparition. Après avoir écouté toute l'histoire, il est venu s'enquérir de la situation auprès de la blonde. Clara en a profité pour lui demander d'annuler ses fiançailles. Au début, l'homme a tenté de faire l'autruche, s'imaginant qu'il lui fallait du temps pour régler la situation. Mais notre héroïne l'a fusillé du regard et engueulé comme un chien. Elle a exigé que le vieux gros laisse de côté ses excuses bidons et annule l'engagement immédiatement. Traité d'hypocrite, le vicomte était sous le choc, mais, impressionné par un tel charisme, il a fini par s'exécuter. Notre héroïne a alors déclaré d'une voix forte que si les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait aujourd'hui, cette affaire parviendrait directement aux oreilles du roi. Terrorisée, Olivia se demandait qui était vraiment cette femme, car elle ne ressemblait en rien à la Rita qu'elle connaissait. Avant de partir, l'héroïne a lancé une dernière pique ironique, souhaitant tout le bonheur du monde à ce couple qui aimait tant fricoter en douce. La peste a couru après elle pour la supplier, mais elle s'est fait faire un croche-pied par quelques invités, l'envoyant mordre la poussière. Toutes les grandes dames ici présentes détestaient les maîtresses. Elles ont raconté que dans leur région natale, les femmes infidèles devaient danser chaussées de fer rougi au feu, puis ont mis la peste au défi de faire de même jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est ainsi que Neil et Olivia sont devenus la risée et le divertissement des autres nobles. Cela faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas vu un tel spectacle, se demandant combien de temps ces deux la tiendraient. La prestance de Rita leur rappelait d'ailleurs étrangement celle de Clara autrefois. Le lendemain matin, l'héroïne, à son réveil, elle tombe sur une grande sœur aux formes très généreuses en plein dans sa chambre,
ce qui lui fait une peur bleue. Clara réveille la jeune fille pour lui remettre les idées en place sur ce qui s'est passé la veille. Au passage, elle se présente, faisant réaliser à notre héroïne qu'elle a déjà vu cette femme mourir sous ses yeux. Au début, elle refuse d'y croire, jusqu'à ce que Clara s'envole carrément dans les airs, et là, elle comprend enfin que c'est un fantôme. L'histoire de Clara est d'ailleurs tragique. On l'a accusée d'avoir empoisonné la fille du vicomte pour garder le prince héritier rien que pour elle, ce qui s'est soldé par une condamnation à mort. Juste après, Clara lui explique que ce crétin de prince héritier et cette peste de Sofia l'ont piégée. Rien d'y penser, ça lui fout une de ses rages. Rita est la seule à pouvoir la voir et lui parler, et c'est pour ça qu'elle l'a aidée hier. En échange, Rita va devoir consacrer sa vie à aider Clara à se venger de ceux qui l'ont tuée. En apprenant que sa nouvelle amie est innocente, la blonde est sous le choc, d'autant que Clara ajoute qu'elle n'aurait jamais empoisonné qui que ce soit, c'est bien trop ennuyeux comme méthode. C'est pour ça qu'elle doit traquer le vrai coupable et lui faire vivre un enfer pire que la mort. Rita flippe et a peur de ne pas y arriver, mais Clara lui rappelle qu'elle est déjà criblée de dettes, et qu'en plus, elle vient de se faire larguer. C'est sans espoir. La jeune fille n'a d'autre choix que de coopérer et lui demande ce qu'elle doit faire. Aussitôt, Clara envoie la blonde à l'église pour mettre la main sur un premier indice. Elle se fait passer pour une servante nommée Lottie et réussit sans problème à embobiner la sœur sur place. Elle prétexte que, pour l'anniversaire du décès de mademoiselle Lily, son maître l'a envoyé récupérer les lettres des orphelins. À la base, Clara voulait d'abord aller voir Lily, car elle en savait long sur la calomnie d'autrefois. Sauf que notre blonde lui annonce que mademoiselle Lily est déjà passée de l'autre côté. C'était une ancienne amie de Clara. Après la mort de cette dernière, elle s'était donnée à fond pour se racheter. C'est pour cela que tout le monde l'admirait, y compris Rita. Mais il y a 2 ans, Lily a été retrouvée morte, apparemment suicidée par empoisonnement. Aujourd'hui encore, la raison de son geste reste un mystère. Pourtant, Clara l'assure, cette femme n'aurait jamais mis fin à ses jours d'elle-même. Et elle n'était pas si proche que ça, contrairement à ce que tout le monde pensait. Par contre, c'est vrai que Lily a été la seule à lui rendre visite en prison. Ce jour-là, elles avaient parlé du fait que Clara n'avait jamais empoisonné Sofia, et Lily l'avait cru. Cela signifiait que le cerveau de l'affaire était assez puissant pour l'envoyer à la mort. Face à un type si dangereux, Lily ne voulait surtout pas s'en mêler. Elle a fait ses adieux à Clara en disant qu'elle ne pouvait pas l'aider, tout en lui conseillant, avec un petit sourire, de plutôt s'inquiéter pour sa propre peau. En y réfléchissant, Clara se dit que la mort de son ancienne amie est liée à sa propre histoire. Pendant ce temps, Rita continue de jouer la comédie en récupérant les lettres des enfants. C'est alors qu'un petit roux nommé Tony débarque pour emmener ses copains ailleurs. La prochaine étape pour notre blonde consiste à s'introduire sur la scène du suicide de Lily, où se cache sûrement un indice. Pour cela, Rita se jette carrément à l'eau en simulant une chute, histoire d'emprunter des vêtements de rechange à la bonne sœur. Son geste laisse les enfants complètement bouche bée. Pour une raison obscure, nos 2 complices finissent par débarquer au domaine de Lily sous l'identité de représentante de l'église. Le garde à l'entrée tire une tronche de marbre flippante à souhait, mais Rita parvient tout de même à se faufiler à l'intérieur de la scène de crime. Trop gentille, la blonde s'agenouille même pour réciter une prière. Mais la grande sœur lui dit de laisser tomber, sachant bien que ce n'est pas ce que Lily aurait voulu. Si elle était là, elle leur dirait plutôt de se manier pour découvrir la vérité, un point c'est tout. Connaissant le tempérament de sa défunte amie, Clara devine qu'un indice est caché derrière un tableau. Rita s'exécute et déniche effectivement quelque chose. Mais voilà que quelqu'un entre, les obligeant à tout remettre en place en 4e vitesse. La surprise est totale pour le spectre de Clara quand elle voit que le nouveau venu n'est autre que Brian. Il faut savoir que la blonde lui avait déjà dit que Brian s'était marié avec Lily, et que ce type est l'ennemi juré de Clara. Méfiant au possible envers Rita, il commence à la cuisiner pour vérifier si elle vient vraiment de l'orphelinat, en évoquant le petit roux de là-bas, mais en se trompant de prénom. Clara souffle en vitesse à sa complice de le corriger, le gamin s'appelle Tony, pas George. Malgré ça, l'autre ne lâche rien et propose carrément de raccompagner la prétendue bonne sœur jusqu'à sa paroisse. Rita décline poliment mais avec l'étiquette d'une noble, avant de filer en douce. Une fois dehors, elle lui demande qui est ce type si flippant. Clara lui explique qu'il a toujours été d'un naturel méfiant et doté d'un flair redoutable. Pendant ce temps, à l'intérieur, Brian repère des éclats suspects sur le sol. Il examine aussitôt le tableau et découvre quelque chose. Quant à notre héroïne, elle retourne faire un don à l'église et rendre les vêtements, tandis que les orphelins s'approchent d'elle, l'air méfiant. Il lui lance la formule Kiriki Kirikuku, mais Rita n'en a absolument aucune idée. C'est seulement en voyant son ignorance que Tony se détend. La blonde leur pose des questions et comprend que c'était une formule magique enseignée par Lily. Si quelqu'un réagissait à ces mots, c'est que c'était un coupable. Sentant sa fin proche, Lily avait laissé cet indice aux enfants, leur demandant de tester quiconque viendrait s'intéresser à elle avec ce fameux Kiriki Kirikuku.
Tony avait reçu pour consigne de fuir loin avec ses camarades au moindre signal suspect. À partir de là, Rita acquiert la certitude que mademoiselle Lily a bel et bien été assassinée. Une fois rentrées, elles ouvrent l'enveloppe laissée par Lily. Elle contient une clé accompagnée d'une note disant d'anéantir le Saint Calice d'Eris. Nos deux complices n'y comprennent absolument rien. Le verso du papier montre qu'il a été arraché d'un prospectus vantant un certain lieu. Dans la mythologie, Eris est la déesse de la discorde, celle qui mène les royaumes à leur perte. Chose étrange, Clara utilisait elle-même ce pseudonyme pour ses escapades nocturnes. Quant à la clé, impossible de deviner ce qu'elle ouvre. Mais connaissant la finesse de Lily, Clara est convaincue que c'est un indice crucial. Le lendemain, Kate vient rendre visite à sa meilleure amie et lui annonce que l'annulation de son mariage fait déjà la une des journaux. La presse raconte que la douce Rita s'est transformée en loup féroce après avoir été poussée à bout. Olivia, elle, a été renvoyée chez elle dès le lendemain sous prétexte de se reposer, même si tout le monde sait qu'elle a pris la fuite par pure trouille. Quant à l'entreprise de la famille de ce lâche de Nil, elle est totalement boycottée par la noblesse. Il est d'ailleurs venu ramper juste avant pour implorer son pardon, et comme Rita a le cœur sur la main, elle a accepté. Admirative devant tant de gentillesse, son ami lui conseille tout de même de ne pas faire de folie. Comme hier, par exemple, où elle est passée la voir mais a trouvé porte close. Notre héroïne ment en disant qu'elle s'était retirée dans un endroit calme pour se ressourcer, ce que la brunette approuve en lui rappelant de l'appeler au moindre besoin. C'est alors qu'elle repère un carton d'invitation adressé à la blonde. C'est une invitation pour la fête d'Emilia, où une ribambelle de beaux gosses sera présente. Kate l'incite à y aller pour s'amuser et oublier son chagrin d'amour. De son côté, Clara connaît bien l'hôtesse et se doute qu'Emilia veut se servir de Rita pour faire le buzz. La grande sœur lui ordonne d'y aller pour l'approcher, car elle sait qu'elle en sait long sur l'affaire d'il y a 10 ans. Le soir venu, les voilà donc à la fête. Emilia accueille ses invités, parmi lesquels se trouve une femme au teint cadavérique. La blonde s'avance pour la saluer chaleureusement, mais s'entend dire qu'elle ne ressemble en rien à Clara. Ni une ni deux, Rita adopte la posture et le ton de Clara pour saluer la dame en complimentant la robe d'Emilia, ajoutant qu'elle s'accorde à merveille avec les cheveux blonds d'or de son mari. Prise de panique, la femme se décompose et s'éclipse en vitesse. Apercevant Lisa dans la foule, Clara demande alors à la blonde d'aller lui tirer les verres du nez. Malheureusement, Brian est également dans la place. Dès qu'il l'aperçoit, il s'approche pour lui demander des comptes sur l'autre jour. La blonde fait mine de ne pas comprendre, mais impossible de le berner. Il sait parfaitement qu'elle est Rita et lui demande ce qu'elle mijote et ce qu'elle a volé dans la chapelle. Acculée, la blonde appelle Clara à l'aide. Clara prend alors possession de son corps pour régler la situation. C'est la première fois que notre héroïne se retrouve éjectée sous forme de spectre, ce qui la surprend complètement. Clara met alors l'homme au défi de prouver ses accusations de vol. Il exige qu'il retourne à l'orphelinat pour tirer ça au clair. Mais la blonde refuse tout net, répliquant qu'elle n'accepte pas si facilement de rencard avec un inconnu. Heureusement, une bagarre éclate à ce moment-là, forçant Brian à couper court pour aller s'en occuper. On entend une femme hurler sur une autre, la traitant de voleuse de mari. Le jeune homme s'en va donc, promettant de reprendre leur petite discussion plus tard. La fête est finalement annulée, privant nos deux complices de l'occasion de parler à Emilia et Lisa. Alors qu'elle s'apprête à rentrer, Rita aperçoit la fameuse dame qui l'attend dehors. Elle lui confie que la blonde lui rappelle énormément Clara. Elles se mettent à discuter de l'exécution de Clara. Au départ, Emilia n'avait pas l'intention de parler, mais trouvant chez elle un air de déjà vu, elle finit par lâcher le morceau. La 7e feuille au milieu des branches, en mars. Les ruines de l'ancien domaine de Montrose, et enfin, l'intérieur du chapeau du comte John. 3 survivants sont les vainqueurs du jeu de la vie, alors ne te laisse pas éjecter de l'échiquier. C'est le seul indice qu'elle accepte de lui donner. Non loin de là, un couple flirte gentiment avant de sortir un objet caché dans un décolleté bien généreux. De retour à la maison, Clara comprend ce qu'Emilia voulait dire, elle faisait référence au bal masqué du comte John. C'est une soirée clandestine où les nobles se rendent masqués. L'endroit idéal pour glaner des informations. Les participants sont tous des dépravés de la pire espèce qui bafouent la morale. Estimant que la blonde aura besoin d'un loup, Clara lui propose d'utiliser le sien. Pour l'obtenir, il va falloir s'introduire en douce dans son ancienne demeure. En entendant ça, Rita manque d'avoir une crise cardiaque. Autrefois, Clara était une habituée de ce bal. Si notre héroïne porte son masque, elle va s'attirer tous les regards et intriguer du beau monde. C'est aussi une occasion en or pour aider la blonde à éponger les dettes de sa famille. Les invités regorgent de secrets sordides, et une fois leur vie exposée, le chantage devient un jeu d'enfant. C'est être machiavélique, mais c'est redoutablement efficace. La blonde comprend enfin que la gentillesse ne sert qu'à se faire marcher sur les pieds. C'est exactement comme ça que son père s'est fait plumer jusqu'au dernier sou. Être honnête ne mène à rien. Très bien, s'il faut jouer sale, je serai la plus rusée de toutes. Clara adore cette lueur de détermination dans ses yeux. Le lendemain, guidée par le spectre de son ami,
la blonde s'introduit chez elle comme dans un moulin. C'est alors que le grand frère de Clara surgit et lui demande où elle va comme ça. Elle bredouille un mensonge à propos de la buanderie, mais se fait royalement passer pour une imbécile. Mais la buanderie est dans la direction opposée. Heureusement, il n'a eu aucun soupçon. Quant à Clara, elle semblait triste en voyant ce frère. Ils n'ont pas la même mère, d'où la différence sur leur visage. Au passage, la vieille dame en profite pour raconter à Rita l'histoire de l'impératrice Monica. À l'époque où le royaume voisin de Paris était encore puissant, ils organisaient des mariages arrangés avec les pays vassaux. C'était leur façon de contrôler les guerres. En ce temps-là, le fils de l'empereur a eu une liaison avec une jeune femme et ils ont eu une fille, qui allait devenir la célèbre impératrice Monica. Son sang royal lui a permis de monter sur le trône de plusieurs pays vassaux, tout en luttant pour le titre d'empereur. C'est de là que vient son surnom. Ce royaume-ci était aussi un vassal de Paris à l'époque, mais après une rébellion, l'impératrice a dû se réfugier dans une zone neutre. Le temps a passé, et la légende raconte qu'une petite fille portant le sang de l'impératrice y est née. Et cette fille n'était autre que la mère biologique de Clara. Ce qui signifie que l'âme de la grande sœur porte en elle le sang de la famille royale de Paris. L'histoire terminée, elles ont récupéré le masque qui était soigneusement caché. Malgré les années, il était resté intact. Le soir venu, les deux sœurs se sont rendues au bal. Grâce au mot de passe inscrit à l'intérieur du chapeau du comte John, le garde les a immédiatement laissés entrer. Là, bas, tout le monde portait un masque. Clara insiste pour qu'elle trouve rapidement l'organisateur de la soirée. En s'approchant de Julia, celle-ci demande à Rita comment elle s'appelle. Comme prévu, la jeune blonde se présente sous le nom d'Eris, ce qui jette un froid dans toute la salle. Ce nom plein de nostalgie rappelle immédiatement à cette femme la mort de Clara. Tout ça à cause d'un manque de réflexion. Après les salutations, la blonde s'éclipse dans un coin pour manger tranquillement, comme si de rien n'était. L'âme de sa sœur aînée ne sait plus quoi dire. Quelle audace, quand même. C'est alors qu'elle remarque une personne nommée Jane, qui dégage un parfum particulièrement agréable. Un homme corpuleux s'approche ensuite pour les saluer. Même s'il porte un masque et utilise un pseudonyme, on devine tout de suite que c'est le vicomte. Il glisse alors une phrase mystérieuse à Rita, « La forêt est le meilleur endroit pour cacher une feuille ». À peine a-t-il fini sa phrase que quelqu'un annonce l'arrivée imminente de la garde impériale. Pris de panique, tous les invités se mettent à fuir à toutes jambes. Et pour cause, ce bal servait en réalité de couverture pour un trafic d'esclaves. Alors qu'on conseille à notre héroïne de s'enfuir, quelqu'un la bouscule. Voyant cette personne gémir de douleur, la jeune blonde ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour elle. Malgré les appels de Clara, sa petite sœur décide de rester pour l'aider. Elle remarque alors un tatouage sur la poitrine de la femme. Même en sachant que se faire attraper serait synonyme de catastrophe, la blonde ignore les avertissements de sa sœur. Et comme on pouvait s'y attendre, un soldat surgit et maîtrise la jeune blonde. Prise de colère, l'esprit de Clara libère inconsciemment une vague d'énergie qui fait souffrir le garde. Sauf que ce dernier, persuadé que c'est Rita qui vient de l'attaquer, dégaine aussitôt son épée. Au moment le plus critique, quelqu'un s'interpose, reprochant au soldat de pointer son épée sur une jeune fille sans défense. Brian lui ordonne d'aller soigner les blessés, tout en mentionnant le nom de Winter. Le garde bouillonne de rage, mais il reste impuissant face à lui. Évidemment, s'il l'a sauvée, c'est parce qu'il l'a reconnue. Une fois dehors, ils discutent pour savoir si elle est impliquée dans ce trafic d'esclaves. Rita secoue la tête. Après tout, avec quel argent? Il la laisse alors repartir, tout en se disant. Puis, il demande à l'héroïne de révéler ce qu'elle cache. Clara ayant détourné le regard, Rita est bien obligée de tout avouer. Cependant, la jeune fille tente de négocier, sachant qu'il est issu d'une famille ducale. Mais ce gars-là est extrêmement malin, il devine immédiatement qu'elle veut qu'il rembourse toutes les dettes de sa famille en échange de ses informations. Démasquée, Rita reste sans voix. Mais contre toute attente, Brian accepte. Voyant la détermination de la blonde, il lui propose alors des fiançailles. En entendant ça, la jeune femme panique complètement face à une telle demande. Dès le lendemain, ils se rendent chez le vicomte pour faire acter leur décision. Ce dernier, qui a couru comme un dératé la veille au soir, est complètement exténué ce matin et arrive à peine à parler. De son côté, l'esprit de la grande sœur affiche une mine rageuse, ne pouvant pas piffrer ce type. Juste avant cela, ils avaient déjà réglé toutes les dettes de la famille de Rita. Ces fiançailles ne sont qu'un prétexte pour lui permettre de surveiller la blonde, et bien sûr, ils pourront rompre après un certain temps. Même si cet accord n'apporte aucun avantage à Brian, il s'en fiche complètement, affirmant qu'il ne veut pas se marier, alors même qu'il a épousé Lily auparavant. Maintenant que Rita est sa fiancée, tous les parasites qui lui tournaient autour sont enfin chassés, ce qui est le grand avantage de ce marché. Quant au secret que cachait l'héroïne, il finit par être révélé. Et en apprenant que Rita veut innocenter Clara, il ne s'y oppose pas. Bien que cette histoire soit totalement absurde, Brian est forcé de l'admettre, il trouve que, par moments, le visage de la blonde ressemble étrangement à celui de Clara. Il lui demande alors si elle lui cache encore autre chose,
mais la jeune fille lui assure que non. Clara avait formellement interdit à sa petite sœur de parler de l'affaire de Lily. Il ne la force pas non plus, mais lui glisse un conseil en passant, elle ment très mal, alors elle ferait bien de s'entraîner. De retour au présent, la grande sœur demande à sa cadette ce qu'elle compte faire ensuite. Puisque la dette a été effacée, leur accord n'a plus lieu d'être. La blonde sourit et répond qu'elle continuera de l'aider, car après tout, sa grande sœur l'a sauvée elle aussi. Cet échange sincère remplit la grande sœur de joie. Pendant ce temps, au bureau de Brian, ce dernier apprend que le marchand d'esclaves du bal s'est suicidé dans sa cellule. Brian asks his second if the gang leader has a sun tattoo, and the answer is no. Along the way, his friend mentions the Rita case. However, Brian requests that they don't get involved, as she has already become his fiancée. This revelation leaves his companion completely shocked. Shortly after, the couple goes to seek an audience with the Crown Prince. He is Brian's friend and also Clara's former fiancée. Sophia is also present, greeting them with innocent pureness. She compliments the blonde girl for her beauty and expresses her desire to get to know our heroine better. Sophia tells the young girl about that scary man, saying that despite his appearance, he is not bad at heart. Brian is extremely annoyed with this girl but can do nothing. After speaking for a while, Sophia reveals her true face. Her sudden change of tone leaves Rita astonished. She then bids them farewell, promising to meet another day. The Crown Prince also apologizes to his friend for his wife's behavior. They then talk about the Paris affair, with rumors that those arrogant people are facing difficulties. On her way out, the heroine quietly reflects on Clara's situation. Sophia met the prince while he was still engaged to her older sister, so Clara must have hated her intensely. When asked, the older sister says that the other woman had shown hostility toward her first. Her gaze expressed disdain for everyone. To put it briefly, it was absolute disgust. If that is true, then the Crown Prince has never known true love. At this moment, King Earth approaches to greet them. Having heard that Rita is Clara's reincarnation, he is quite intrigued. They talk about the red violets growing here. There is also a legend about them. The violets of Abel carry reckless souls, burned for getting too close to the fires of hell. Rita doesn't understand this at all, so she hands control over to her older sister. Clara suggests that perhaps the soul of the flower wants to redeem the dead. Just a few words are enough to make the king remark that Rita is indeed very similar to Clara. Hearing this, the other woman adds another line, saying she doesn't care about wildflowers. The king immediately reacts in astonishment because they are so alike. A few days later, Rita informs Brian about her invitation to the tribunal. Julia is the one who made this request. Her fiancé thinks there is no need to indulge her. However, looking at the blonde girl's face, it is clear she will go anyway to gather information. Since the black-haired young man already knows about Clara's soul, he lets them go. No matter what happens there, not a word must be leaked to the outside. Thus, the blonde girl attends the tea party of the silent ladies. As soon as she enters, Julia mocks her, asking if her head is still on her neck. Before starting, she also mentions the oath of silence regarding what happens in this room. Everyone signs and leaves a thumbprint on the paper. The remaining guests are all on Julia's side, but Rita is not afraid. With the formalities completed, Julia speaks about receiving a letter from Olivia. Feeling pity for that poor girl, they want to pass judgment on the blonde girl. She asks Rita if she wants an end like Clara's, while mocking her death for being ridiculed and looked down upon by everyone. These words truly infuriate the older sister. Seeing this, the blonde girl quickly holds her hand to reassure her. Until now, Clara has always helped, but this time they will fight together. With that, the older sister takes over the body to counterattack. She declares that she is the one who should be passing judgment. This is because at Count John's ball, she uncovered quite a few secrets. First is about the child slaves, but Julia already has a plan to escape punishment, so she is not afraid. Clara continues to expose the rest. She reveals that one of the people speaking with the slave merchant is Esther's husband. The blonde girl threatens to expose them, which would land them in prison. But if he cooperates and names the mastermind, his sentence will be reduced, and she will put in a good word since her fiancé works at the investigation bureau. The situation begins to shift, so the older sister returns the body to Rita to continue. However, what they didn't expect is that Julia still holds the upper hand. She threatens the other three, leaving them speechless, especially Esther, who is too afraid to look her in the eye. Rita is left confused until she gets her answer. How could the daughter of a low-ranking viscount ever bring down the Dacian house? When it comes time to vote, her opponent continues her threats, demanding that Rita obediently kneel before her to be spared. The blonde girl then states that she finds what Julia is doing to be completely wrong. Rita is determined, thinking that no matter what is done to her, she will not back down. Right at this moment, another character appears. Julia, vexed, asks why Maya has come when she wasn't invited.
Currently, there are 4 major noble families with direct influence over the kingdom. How on earth are 3 of them practically siding with Rita? Maya is the remaining noble figure powerful enough to make Julia wary. Her aura is no less commanding than Clara's. She states she came to replace an absent member, adding that she has only one thing to say. Puis, elle appelle par leur nom les 3 personnes assises à côté d'elle et leur ordonne de faire exactement ce qu'elle dit. C'est tout. En face, son adversaire prend ça pour des menaces et menace de porter plainte. Mais ce n'est pas si simple. Maya lui rappelle alors la règle de cette pièce, il est interdit de parler, n'est-ce pas? Et c'est elle-même qui avait instauré cette règle. Folle de rage mais impuissante, elle a fini par s'éclipser. Une fois le problème réglé, la grande sœur a rappelé à Rita de ne pas se montrer trop téméraire. En fait, si elle est venue à la rescousse, c'est parce que Brian le lui avait demandé. Il était venu la prévenir que sa fiancée allait avoir des ennuis. Il s'est donc renseigné sur le tribunal et a carrément récupéré la procuration de la dernière personne. En apprenant cela, Rita a eu le cœur réchauffé de voir qu'on l'aidait autant. Mais alors qu'elle s'en allait, une autre fille a surgi pour l'interpeller. Celle-ci a immédiatement sorti un carnet et un stylo pour prendre des notes, lui demandant depuis quand la blonde admirait Clara. Rita était complètement déstabilisée par cette avalanche de questions. C'est à ce moment-là qu'un autre homme est intervenu pour empêcher Amelia de continuer. Jason lui a rappelé que si elle s'entêtait à faire des interviews sans autorisation, elle finirait rétrogradée. Paniquée, elle a bredouillé un au revoir à Rita avant de filer en douce. Le jeune homme s'est ensuite excusé au nom de sa collègue. Le brun lui a tendu sa carte en lui glissant que si elle se faisait encore importuner, elle n'avait qu'à le prévenir. De retour chez elle, la blonde a dû faire face aux questions pressantes d'une de ses amies. La jeune fille a confié qu'elle considérait autrefois Amelia comme son modèle dans le journalisme, au point de vouloir rompre ses fiançailles pour se lancer dans cette voie. En réalité, c'était Rita qui lui avait transmis cette passion. Avec sa curiosité naturelle pour les histoires des gens, le métier de journaliste lui allait comme un gant. Même si elle savait que c'était une plaisanterie, cela lui a fait chaud au cœur. Le lendemain, Rita s'est rendue à l'invitation de la princesse Sofia. En chemin, elle est tombée sur une dame qui s'est présentée comme la représentante d'une association de femmes. Celle-ci, accompagnée de son équipe, tentait d'éradiquer les pratiques inhumaines dans le royaume. Elle trouvait complètement stupide que la blonde suive les traces de Clara, ce qui a laissé notre héroïne sans voix. Alors que la femme continuait ses attaques verbales, Kate est intervenue, pour la moucher. Quelques mots bien placés ont suffi à faire fuir l'intruse, folle de rage. L'amie a ensuite demandé des explications sur ses fiançailles avec le seigneur Randall. Elle pensait qu'elles étaient meilleures amies, et pourtant on lui avait caché ça. Déçue et profondément blessée, Kate l'a laissée. Une fois dans le carrosse, Rita s'en voulait terriblement d'avoir blessé sa meilleure amie. Elle avait simplement voulu la protéger des ennuis en gardant le secret, mais voilà le résultat. À son arrivée, Brian l'attendait pour l'accueillir. La princesse les avait invités tous les deux à prendre le thé. La jeune fille en a profité pour remercier son fiancé pour son aide précieuse l'autre jour. Une fois à l'intérieur, le couple a aperçu par hasard un homme qui s'enfuyait, complètement paniqué. Il s'agissait de Kendall, un diplomate chevronné et envoyé du pays voisin, Paris. Clara lui a appris que sa panique venait de la disparition de l'un de ses subordonnés. En voyant Rita parler toute seule, Randall lui a demandé s'il s'agissait de Clara. Ils ont alors discuté de cette disparition mystérieuse depuis la veille. Marc n'était autre que le 7e prince de Paris, et il y avait de fortes chances pour qu'il s'agisse d'un enlèvement. L'affaire était d'autant plus obscure que Brian n'avait reçu aucune information à ce sujet. Il a donc dû s'absenter pour mener l'enquête, laissant Rita se rendre seule chez Sofia. Notre héroïne s'est jurée de faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de cette femme, sachant que si la situation devenait trop critique, elle utiliserait le nom de son fiancé pour s'en sortir, même si face à une princesse si influente, rien n'était garanti. De son côté, Clara se demandait bien qui aurait pu commettre un tel acte dans un endroit aussi surveillé. Son instinct la poussant à agir, elle a décidé d'enquêter de son côté. À son arrivée, la princesse a tout de suite demandé où était Brian. En apprenant qu'il travaillait, Sofia a grimacé mais s'est forcée à sourire. C'est alors que Clara est revenue, au courant que le suspect idéal dans cette affaire de disparition était un certain marchand. Et coup de théâtre, cet homme venait justement de rendre visite à Sofia, il y avait donc de fortes chances que la princesse soit de mèche dans cette histoire. Rita s'est alors renseignée sur le fournisseur de la princesse. Il s'agissait de Boot, un marchand de tapis qui transportait constamment une immense hotte sur le dos pour stocker sa marchandise. Au moment du thé, la blonde a remarqué que l'infusion de la princesse avait un aspect bien particulier. Sofia a expliqué que sa faible constitution l'obligeait à boire ce mélange spécial que Boot lui dénichait. Rita en a profité pour aborder l'affaire de l'empoisonnement d'autrefois. Sans aucune gêne, Sofia lui a raconté ce qui s'était passé avec Clara. Ce jour-là, le prince héritier avait annulé son rendez-vous avec Clara pour venir la voir, elle. Hors d'elle, Clara aurait vu rouge. Le soir même,
on découvrait du poison dans l'une des carafes d'eau. Et comme par hasard, une boucle d'oreille de Clara traînait juste à côté. On a également retrouvé un flacon de poison à moitié vide chez elle. C'est ce qui a scellé sa culpabilité. Sophia a confessé que son erreur avait été d'aimer le prince alors qu'il était déjà promis à une autre. De plus, elle n'avait toujours pas réussi à donner d'héritier au trône. C'est pourquoi le frère cadet du prince, qui venait d'avoir une fille et un garçon, était désormais le mieux placé pour succéder à la couronne. Clara jubilait en découvrant que Sophia jouait la comédie mais s'était fait piéger à son propre jeu. Elle lui a révélé que cette tisane contenait des plantes abortives. En consommer régulièrement avait sans doute déjà endommagé ses organes internes. En entendant cela, Rita s'est sentie obligée de mettre la princesse en garde. Cela a agacé Clara, qui lui a dit de la laisser face à son destin. Mais Rita s'en voulait trop de garder le silence tout en sachant la vérité. Pour en revenir à notre ravisseur, le seul et unique suspect restait le marchand-boute. Sa grande hotte sur le dos était l'endroit idéal pour dissimuler l'enfant. Ils sont allés consulter un spécialiste et sont tombés sur un île métamorphosé. Il semblait que les récents événements l'avaient poussé à changer de vie. À la fin de la journée, tout ce qu'ils avaient appris, c'est que cette fameuse tisane, aux propriétés abortives provenait en fait de Paris. Quant à ce boost, Neil n'en avait jamais entendu parler. C'est à cet instant précis qu'une roue de leur carrosse a lâché. Mais aussitôt après, Clara aperçut une voix étrange qui n'était pas celle du cocher. Prise de panique, Rita a écarté le rideau pour jeter un œil et s'est retrouvée nez à nez avec un individu au regard menaçant. Soudain, notre héroïne s'est souvenue d'une formule magique que les enfants de l'église répétaient souvent. Elle était censée démasquer les personnes malveillantes. Rita a tenté le coup et a prononcé la formule « Kiriki Kirikuku ». L'homme a aussitôt écarquillé les yeux de stupeur. Il a voulu se jeter sur elle, mais Clara s'est interposée. Hors de lui, l'agresseur a carrément sorti une arme à feu et a pressé la détente. Une détonation a retenti, mais ce n'est pas Rita qui a été touchée. À sa grande surprise, l'homme qui a ouvert la portière n'était autre que Jason, arborant un style bien plus impressionnant. Au départ, elle ne l'avait pas reconnu, mais sur les indications de sa sœur, elle a prononcé son nom. En entendant cela, l'inconnu a braqué son arme sur la blonde une nouvelle fois. Heureusement, ce type n'était pas un ennemi, et il l'a simplement emmenée dans une maison close. Rita a d'abord cru qu'elle allait y être vendue, mais la réalité était tout autre. Jason l'avait conduite auprès de Maya, sa patronne. En apprenant toute l'histoire, cette dernière a éclaté d'un rire amusé devant une telle situation. Il faut dire que la famille de Maya avait des intérêts dans de nombreux domaines. Même le journal le plus influent de la ville était sous leur contrôle. Toutes ces activités servaient de couverture pour masquer l'identité de leurs agents secrets. En l'interrogeant sur l'individu qui avait tenté de l'éliminer, Rita a appris qu'il s'agissait d'un soldat aguerri. Malgré une blessure par balle à la jambe, l'homme n'avait pas scié. Son organisation était spécialisée dans le trafic de substances interdites au sein du royaume. Quant à savoir pourquoi ils en avaient après elle, Jason n'en avait aucune idée. Étrangement, l'agresseur connaissait aussi la formule de Mademoiselle Lily. C'est à ce moment précis que le fiancé de notre blonde est entré, l'air anxieux. Soulagé de la voir s'en sortir indemne, il s'est excusé d'avoir fait irruption ainsi. Le couple est ensuite reparti et a fait le point sur l'incident. En découvrant les impacts de balles sur le carrosse, Randall a senti l'angoisse monter. Il lui a demandé de le tenir systématiquement au courant avant de tenter quoi que ce soit. De son côté, Clara montrait des signes de fatigue, tout comme après sa précédente démonstration de force. Elle s'est donc éclipsée pour prendre du repos. Une fois de retour à la maison, un collègue de Brian s'est présenté. Kay les a informés qu'ils allaient devoir faire des heures supplémentaires, car la situation du royaume devenait hors de contrôle. Le corps de l'agresseur abattu portait un tatouage de soleil sur la nuque. En entendant cela, Rita s'est souvenue l'avoir déjà aperçu et a évoqué l'histoire de la jeune fille blessée lors du bal masqué. L'incompétence de cet imbécile de Winner, qui n'avait rien signalé, a mis Kay hors de lui. Clara, quant à elle, s'est souvenue qu'on l'appelait Jane, une femme qui dégageait un parfum très doux. Ces révélations ont stupéfait Brian, qui a aussitôt fait le rapprochement. Il a expliqué qu'il s'agissait du paradis du chacal, une drogue hallucinogène particulièrement puissante, parfois surnommée Jane. En recoupant tous les indices, Brian a affirmé que la bande au tatouage de soleil était l'organisation criminelle que la police recherchait depuis des années. Meurtres, enlèvements, trafic divers et méfaits en tout genre. Ces mercenaires ne roulaient que pour l'argent, n'importe quel pays pouvait s'offrir leurs services. Le lendemain matin, Clara a précisé que la Jane était une substance légale 10 ans auparavant, mais qu'elle-même n'en avait jamais consommé. C'est alors qu'on est venu annoncer que Kate demandait de toute urgence à voir Rita. En allant à sa rencontre, sa meilleure amie lui a demandé si elle s'était lancée dans une affaire dangereuse, racontant qu'un émissaire de la famille Grill était venu s'enquérir de sa présence la veille. Kate était morte d'inquiétude, mais notre héroïne a préféré garder le silence. Elle redoutait qu'en parlant, sa camarade ne soit entraînée dans cette spirale infernale. La jeune fille aux cheveux châtains
était profondément peinée qu'on lui cache des choses après tant d'années d'amitié. Ce rejet déchirait le cœur de Rita, mais elle n'avait pas le choix. Elle a donc dû insister pour que son ami s'en aille. Malheureusement, ce manège n'a pas échappé à des yeux malveillants, qui ont immédiatement enlevé Kate avant de faire parvenir une lettre à Rita. Pressentant le pire, la blonde a déchiré l'enveloppe malgré les mises en garde de Clara. Le message lui ordonnait de se rendre seule au lac Bernadia le lendemain à midi, avec la consigne absolue de ne prévenir personne, sous peine de voir Kate mourir, sans autre forme de procès. Du côté des malfrats, le ravisseur a ramené le prince de Paris et a ordonné à sa sœur de s'en occuper. Quant à Kate, elle avait été enfermée dans un autre endroit. Cet individu odieux la pressait de lui révéler où se trouvait la clé de Lily, mais la pauvre n'en avait pas la moindre idée. Et pour cause, c'était notre héroïne qui la détenait. Kate a même ajouté que si elle le savait, elle ne dirait rien. Furieux, l'homme lui a asséné une violente gifle. Alors qu'il s'apprêtait à frapper de nouveau, Kevin s'est interposé. Il a rappelé que leur seule mission consistait à distribuer le paradis, rien de plus. Son complice a rétorqué que la recherche de la clé faisait également partie de leurs ordres. Il fulminait encore de la mort de son compagnon, abattu la veille en essayant de s'en prendre à Rita. Celle-ci a simplement souri en demandant « Et alors ?» Son ton glacial a refroidi l'agresseur. Kevin se moquait éperdument de savoir qui vivait ou mourait. Il lui a ordonné d'assumer ses actes et de régler ça lui-même, refusant de se salir les mains. Quand il a demandé si Kate finirait par en vouloir à Rita après tout ça, la réponse a été catégorique. Elle a affirmé que rencontrer la blonde avait été la plus belle chance de sa vie, et qu'elle ne pourrait jamais la détester. Elle s'est souvenue de son enfance, quand elle subissait le rejet des autres parce que sa mère n'était pas issue de la noblesse. Jusqu'au jour où elle a été conviée à la réception d'Olivia, elle et sa bande de copines s'étaient moquées de Kate, disant qu'elle sentait le bas peuple. Pile au moment où Rita passait par là, elles lui ont demandé si elle sentait une mauvaise odeur. La blonde a répondu très naïvement qu'il n'y avait aucune puanteur, et qu'elle sentait même une délicieuse odeur de biscuit. C'est après ça que les deux filles ont commencé à faire connaissance, et sont devenues très proches. De retour au présent, notre héroïne ne sait toujours pas comment sauver sa meilleure amie. Heureusement, Clara a déjà un plan en tête et décide de l'aider. Elles sortent toutes les deux, comme l'exigeaient les ravisseurs. Mais surprise, elles tombent pile sur Brian, qui leur demande aussitôt pourquoi elles ont l'air si inquiètes. En fait, il voulait interroger Clara sur les personnes qui avaient consommé le paradis du chacal lors de la dernière fête. Rita, terrifiée pour la sécurité de Kate, suit à la lettre les instructions des ravisseurs et garde le silence. La grande sœur répond aux questions de Brian en confirmant que Norman consommait lui aussi cette drogue. Brian s'en va ensuite, laissant Rita seule. La jeune fille se rend alors au point de rendez-vous, se disant que si elle s'en sortait, Kate ne voudrait sûrement plus jamais lui parler. Finalement, notre héroïne se fait escorter par deux types jusqu'à la maison où sa copine est retenue. En la voyant arriver, son amie aux cheveux châtains gronde Rita de s'être jetée dans la gueule du loup. Elle refuse catégoriquement que notre héroïne se sacrifie pour lui sauver la vie. Des mots qui prouvent à quel point leur amitié est fusionnelle. Soulagée de voir que Kate ne lui en veut pas, l'héroïne fond en larmes, submergée par l'émotion. Elle exige qu'il la libère, mais les ravisseurs ne sont pas stupides. Cet enfoiré ordonne d'éliminer Kate sur le champ pour la faire taire. Se sachant condamnée, Kate garde pourtant le sourire et encourage Rita à poursuivre la voie qu'elle a choisie. À cette vue, l'héroïne se débat de toutes ses forces, promettant de leur révéler tout ce qu'elle sait. Soudain, un coup de feu retentit et Rita s'effondre. Alors qu'on croit le pire arriver, Brian débarque avec ses hommes pour encercler les lieux. Le tir de tout à l'heure venait d'eux, et pas du tout de ce criminel. Le plan de Clara a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Une fois de retour, ils expliquent enfin toute l'histoire à Rita. Il s'avère que Norman est mort il y a 13 ans, il était donc impossible qu'il soit présent à la fête. Ce vieil homme adorait prêcher la parole de la déesse, et ses sermons contenaient toujours la phrase « S'il vous plaît, sauvez-moi ». C'était exactement le message codé que Clara voulait que Rita transmette. Évidemment, un homme aussi perspicace que Brian a tout de suite compris le signal et a envoyé ses troupes à la rescousse. Sans compter que Rita ment tellement mal qu'il a immédiatement deviné que quelque chose clochait. L'héroïne s'excuse alors de l'avoir inquiété. En entendant ça, il prend un air perplexe, se demandant s'il s'est vraiment fait du souci, ce qui laisse Clara complètement sous le choc. Comment ce gars au visage de marbre, toujours de mauvaise humeur, peut-il bien s'inquiéter pour quelqu'un d'autre? De son côté, Kate a reçu les premiers soins et est saine et sauve. Alors que l'héroïne s'apprête à lui rendre visite, elle tombe sur cette peste d'Amelia. Elle a un caractère un peu loufoque, mais les informations qu'elle détient valent de l'or. Elle révèle alors à notre héroïne que la princesse Sophia a du sang de courtisane dans les veines. C'est difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité. D'ailleurs, la princesse s'échappe souvent du palais en douce pour rendre visite aux pauvres. Mais si elle allait en réalité voir un ancien amant dans les bidonvilles où elle a grandi, pour obtenir des preuves concrètes, Amelia veut recruter Rita comme collaboratrice, sachant qu'elle est proche de Sophia. Mais avant même que Rita puisse dire oui,
l'autre s'en va à la hâte, laissant la blonde complètement perplexe. Les deux amis se retrouvent enfin dans une scène très émouvante. Kate tremble encore de tout son corps, persuadée qu'elle allait y passer. C'est là que la blonde décide de tout lui raconter. Pendant ce temps, au pénitencier, le ravisseur utilise le mot de passe, Kiriki Kirikuku, pour communiquer avec quelqu'un. Une voix féminine lui répond, « Lève-toi et repose-toi ». Mais au lieu de le libérer, elle l'empoisonne froidement. De retour chez elle, elle retrouve Kevin. Il s'avère que cette mystérieuse femme n'est autre que Sophia, mais sous son jour le plus sombre. Furieuse, elle le chasse car il a gâché ses plans. Elle pensait que la potion abortive qu'il lui avait fournie passerait inaperçue, mais comme Rita l'a démasquée, elle a voulu s'en débarrasser. Kevin la taquine alors en lui demandant pourquoi elle ne tombe pas simplement enceinte du prince héritier, ce qui résoudrait bien des choses. La princesse estime qu'avoir un enfant limiterait trop ses mouvements. Kevin lui apprend alors que le commandant a donné un nouvel ordre, récupérer le Saint Graal d'Eris. Un mois s'est déjà écoulé depuis l'enlèvement de Kate. Ces derniers temps, comme Rita a un peu délaissé sa vengeance, Clara est particulièrement à cran. Heureusement, grâce aux aveux de son ami, elles en ont appris davantage sur la dangereuse organisation Galos. Kiriki Kirikuku est en réalité le mot de passe que les membres utilisent pour s'identifier entre eux. Leur but ultime est de s'emparer de la clé laissée par Mademoiselle Lily. Consciente du danger, notre héroïne l'a confiée à son fiancé, pensant qu'elle serait plus en sécurité avec lui. Pendant ce temps, l'assassinat du ravisseur dans sa cellule devient une affaire d'État. Quelqu'un ayant aperçu la princesse Sophia dans les parages, celle-ci se retrouve dans le collimateur des enquêteurs. Pour l'heure, la blonde souhaite rencontrer Maya afin de lui demander d'organiser un rendez-vous avec Lisa. Clara voulait déjà lui parler lors du bal, mais obtenir une audience privée s'avère assez délicat sans l'influence de la famille de Maya. Aujourd'hui, cette dernière est accompagnée de sa petite sœur qui possède un don très particulier. La fillette fixe soudainement Clara et s'exclame qu'elle est belle comme une princesse. Ce qui laisse Rita bouche bée, car la gamine s'avère capable de communiquer avec l'esprit de sa défunte sœur. Après avoir pris connaissance de la situation, Maya accepte de leur prêter main forte. Elle en profite pour exprimer ses profonds regrets face à l'exécution de son ami, promettant de faire tout son possible pour laver l'honneur de Clara. L'esprit éclate de rire, répliquant qu'elle ne fera jamais confiance à cette vieille bique. Lucia, qui joue les interprètes, édulcore ses propos en disant simplement que Clara accepte son aide. L'héroïne demande alors comment la petite parvient à voir les fantômes. Maya lui répond que sa nièce est dotée de ce don depuis sa naissance. Elle ajoute que d'autres personnes possèdent ce pouvoir, à l'image du gros vicomte béni par la déesse. Il semblerait qu'il puisse lui aussi voir Clara, même s'il n'en a jamais rien dit. C'est sûrement pour cela qu'il lançait parfois des remarques mystérieuses lorsqu'il se trouvait face aux deux sœurs. Clara n'en a cure de ce vieux riche excentrique et presse sa sœur de rentrer. Récemment, elles ont entendu parler du suicide de Teresa et de son amant. Il semble que tous deux aient sombré dans l'enfer des substances interdites, alors même que le syndicat Galos distribue le paradis du chacal. Il y a de fortes chances que cette affaire de suicide soit liée à leur propre tourment. Pour l'instant, les deux sœurs doivent absolument rencontrer Lisa pour l'interroger sur les événements survenus il y a 10 ans. À l'époque, cette fille était plutôt effacée et très ordinaire. Pourtant, elle était tellement fan de Clara, qu'elle copiait le moindre de ses vêtements, allant jusqu'à imiter sa coiffure à l'identique. Un jour, elle lui a même confié qu'elle rêvait de devenir Clara. Mais cette dernière lui avait fièrement rétorqué qu'il n'y avait et qu'il n'y aurait jamais qu'une seule Clara sur cette terre. Au même moment, Kevin va trouver son supérieur pour lui parler du Graal d'Eris. Son interlocuteur semble en savoir long, mais préfère jouer l'ignorant. Il lui donne alors un conseil des plus avisés, mieux vaut cacher son jeu tant qu'on n'a pas toutes les cartes en main si l'on veut rester en vie le plus longtemps possible. De retour chez elle, Rita fait le tri dans les récents événements. La tentative d'assassinat contre la princesse, qui a finalement coûté la vie à Clara, a été orchestrée en empoisonnant une boucle d'oreille placée près d'une carafe d'eau. Ce bijou était la réplique exacte de celui que Clara portait. Peu de temps avant, Clara avait d'ailleurs giflé Sophia pour avoir osé flirter avec son fiancé. Juste après le drame, elle avait présenté ses propres boucles d'oreilles pour prouver son innocence. Comme elle ne portait que des pièces uniques façonnées par un grand joaillier, il suffisait de retrouver l'artisan pour tirer les choses au clair. Mais allez savoir comment, les enquêteurs ont conclu que l'une des boucles de Clara était une contrefaçon. Autrement dit, quelqu'un s'était introduit en douce dans le coffre royal pour intervertir les bijoux. Par la suite, le roi a ordonné une fouille de la demeure familiale. Ils ont fini par mettre la main sur une fiole de poison cachée dans la chambre de Clara, ce qui a scellé sa condamnation à mort. Pour la défunte, cela ne fait aucun doute, Sophia a tout manigancé. En effet, sa disparition était tout à l'avantage de cette dernière. Pourtant, avec le recul, Clara commence à en douter. Même après avoir accédé au rang de princesse, Sophia ne semble pas du tout épanouie, et elle n'a pas l'air d'avoir une soif de pouvoir démesurée. La grande question est de savoir ce qu'elle veut réellement. On est encore bien loin de la vérité, mais une chose est sûre, tous les derniers incidents sont intimement liés à Sophia.
La journaliste avait précédemment révélé que cette femme était la fille d'une marchande d'allumettes et qu'elle avait grandi dans un orphelinat. Le jour où le prince de Faris a été enlevé, un mystérieux marchand est venu rendre visite à Sophia. Et d'après le témoignage de Kate, cet homme s'appelle Kevin, ce qui correspond en tout point à la description du marchand. Il est donc fort probable qu'il s'agisse de la même personne. De plus, ils font partie de l'organisation Galos, qui est spécialisée dans le trafic de stupéfiants. Tous les indices convergent vers ces criminels, y compris le fait que Rita soit prise pour cible car elle détient la clé de Lily. Clara en vient à penser que sa propre mort est étroitement liée à cette organisation et à Lily. Celle qui était trop intelligente et détenait des secrets a tout simplement été éliminée. Ils ignorent encore ce que signifie réellement l'ordre de détruire le Graal d'Eris. Le lendemain, Brian emmène sa fiancée dans un magasin d'antiquités. Comme lui et Lily avaient l'habitude de s'y rendre, il se dit qu'il y trouvera peu, être un indice laissé par cette dernière. En voyant leur complicité passer, Rita ressent un pincement au cœur. Plus tard, pendant le repas, la blonde partage avec Brian tous les indices qu'elle a rassemblés. À commencer par l'histoire de la boucle d'oreille de Clara qui a été remplacée. Brian révèle alors qu'il savait que cette contrefaçon avait été fabriquée à partir de nacre d'argent. Le design était presque identique à l'original. Comme très peu de personnes distribuaient de la nacre d'argent il y a 10 ans, l'enquête a rapidement porté ses fruits. Le nom qui en ressort est celui de Lisa, dont la famille possède plusieurs ateliers d'orfèvrerie. Elle a donc très bien pu fabriquer une réplique parfaite de la boucle d'oreille de Clara. Sachant qu'elle s'apprête à aller l'interroger, Brian leur conseille d'être extrêmement prudente. Ce même après-midi, chez Lisa, cette dernière reçoit l'invitation de Rita et se montre particulièrement agacée. Elle considère notre héroïne comme une fille tout à fait banale, incapable d'arriver à la cheville de son idole, Clara. Pour elle, Clara était une véritable déesse, et elle refuse que quiconque tente de prendre sa place. Leur toute première rencontre avait profondément marqué Lisa. Même si elle se faisait discrète, Clara avait tout de suite remarqué qu'elle la suivait du regard. Plus incroyable encore, Clara avait retenu son nom alors qu'elle ne s'était jamais parlé officiellement. Cette assurance désarmante dont faisait preuve Clara est restée gravée à jamais dans l'esprit de Lisa. C'est à ce moment précis que Rita arrive, poussant Lisa à aller à sa rencontre. Pour commencer, la blonde la salue en imitant parfaitement l'élégance de sa grande sœur. Évoquant la lettre transmise par l'intermédiaire de la famille de Maya, notre héroïne insiste sur le fait qu'elle tenait absolument à la voir. Rita l'interroge ensuite sur l'odeur qu'elle dégage. Ayant une excellente mémoire olfactive, elle affirme sans hésiter qu'il s'agit du paradis du chacal. Prise de panique en se voyant démasquée, Lisa tente maladroitement de se justifier en prétendant que c'est simplement son nouveau parfum. C'est alors que Clara intervient. Elle adopte cette attitude hautaine et pleine d'assurance d'autrefois pour écraser son adversaire. Chaque mot qu'elle prononce est si familier que Lisa n'en croit pas ses oreilles. En tant que fan absolue de Clara, elle la connaît par cœur. Même si le visage de Rita est totalement différent, à l'intérieur, c'est bel et bien la vraie Clara. Dès que celle-ci lui lance « Tu crois t'adresser à qui ?» Lisa se fige complètement. Il y a 10 ans, Clara était le centre de son monde. Avec son fiancé, le prince héritier, ils formaient un couple magnifique. On peut dire que Lisa admirait énormément Clara, jusqu'à ce que cette peste de Sophia ne débarque pour tout gâcher, par peur que son idole ne perde son fiancé. Juste à ce moment-là, une femme lui avait apporté un stimulant. À forte dose, c'était dangereux, mais en petite quantité, c'était inoffensif. Sachant que Sophia était de constitution fragile depuis sa naissance, Lisa s'est dit que cela suffirait à la clouer au lit. De cette façon, le prince héritier ne se ferait plus séduire. Elle s'était même fait faire des boucles d'oreilles croissant de lune identiques à celles de Clara. Et alors qu'elle s'apprêtait à agir, Clara est arrivée pile au même moment pour gifler Sophia. Profitant de la confusion, Lisa a versé le produit dans l'eau, faisant tomber sa boucle d'oreille par accident. Elle pensait que Clara aurait fait exactement la même chose à sa place. Après avoir tout entendu, le coupable était enfin démasqué. Mais Lisa a juré qu'elle ignorait totalement que c'était du poison. Elle a même gardé la fiole contenant le reste du produit jusqu'à aujourd'hui. Une simple analyse prouvera qu'il s'agit d'un produit amincissant. Alors qu'elle supplie qu'on lui pardonne, Clara lui ordonne d'aller se dénoncer. Révoltée que cette bêtise l'ait traînée dans la boue, elle fait face à Lisa qui ose prétendre avoir fait ça pour son idole. Mais Clara l'arrête tout de suite. « Je ne ferai jamais une chose aussi méprisable, alors ne te sers pas de moi pour te trouver des excuses. » Face à la colère de Clara, la femme se rappelle une vérité qu'elle avait préféré occulter il y a bien longtemps. Elle avait fermé les yeux pour sauver sa propre peau. Rongée par la culpabilité, elle tente de mettre fin à ses jours, mais la jeune sœur l'en empêche. Mourir maintenant n'effacera pas le passé. L'héroïne lui demande donc de rester en vie pour racheter ses fautes. Une fois l'affaire réglée, Brian vient chercher la jolie blonde. Clara, elle, est furieuse que sa sœur ait empêché Lisa de payer pour son crime. Elle raconte comment Lisa est passée aux aveux. Analyser cette fiole vieille de 10 ans sera difficile, mais Brian promet de faire de son mieux. De retour à la maison, les deux sœurs se disputent. Clara veut que Lisa paie de sa vie,
tandis que Rita pense qu'elle détient encore un indice crucial. La vengeance est loin d'être accomplie, car trop de zones d'ombre subsistent. La scène se déplace ensuite vers le manoir de Lisa. Dès que la nouvelle de ses aveux concernant l'injustice subie par Clara s'est répandue, plusieurs factions de l'ombre se sont activées pour l'en empêcher. Jason s'est rendu chez elle aujourd'hui, mais il a tout de suite senti que quelque chose clochait. En se précipitant à l'intérieur, il découvre que Lisa a déjà été éliminée. Dans son dernier souffle, elle lui révèle que l'assassin a emporté la fiole de poison qui devait innocenter Clara. Le coupable n'est autre que Kevin, de l'organisation Gallus. Sa prochaine cible est la cousine qui avait fourni le produit à Lisa. Avant de s'éteindre, Lisa se demande si Clara pourra un jour lui pardonner. Jason tente de la réconforter pour qu'elle puisse partir en paix. Les gardes font irruption juste après. Évidemment, Jason devient immédiatement le suspect numéro 1. N'ayant pas le choix, il prend la fuite pour ne pas compromettre sa maîtresse. Dès le lendemain matin, un avis de recherche est diffusé dans tout le royaume. La personne qui a formé Jason et les autres filles débarque alors pour passer un savon mémorable au jeune homme, le traitant de parfait idiot. Elle n'hésite pas à le qualifier de chien errant qui mord la main de son maître. Les autres filles lui présentent cette terrible mégère sous le nom d'Anna. Actuellement, elle s'occupe de maquiller et de conseiller les dames de la haute société pour leur tenue. C'est ensuite au tour des filles de se faire réprimander. La vieille dame leur rappelle que chacune d'entre elles a une dette envers Maya. Pourtant, elle se révèle totalement inutile. Le précédent chef de clan lui avait confié la protection de ce lieu, c'est pourquoi elle menace de chasser quiconque refuse de travailler ou d'obéir. Plus tard, Jason montre à l'héroïne un article révélant que la sœur de Lisa est morte il y a peu de temps. Le journal parle d'un suicide, mais il se doute bien qu'elle a été éliminée pour la faire taire. Le fiancé de la jeune blonde arrive peu après avec une terrible nouvelle, Maya vient d'être arrêtée, soupçonnée d'être liée à la mort de Lisa. Quelqu'un a dénoncé Maya pour avoir fourni de faux papiers à Jason, le fugitif. De plus, comme elle avait envoyé une lettre à Lisa peu de temps avant, les autorités se sont basées sur ces deux éléments pour procéder à son arrestation. En entendant cela, Rita se sent terriblement coupable, car c'est elle qui avait demandé à Maya d'envoyer cette fameuse lettre. La jeune blonde sait qu'elle doit agir vite pour la libérer. Jason, lui aussi, envisage de se rendre pour sauver sa maîtresse, mais Rita l'arrête immédiatement, ce serait tomber droit dans le piège de l'ennemi. Elle pense que c'est le moment d'unir leurs forces pour trouver une solution. Clara, qui a déjà un plan en tête, prend sa sœur à part. Toujours rancunière à cause de leur dispute, elle exige que l'héroïne la supplie avant d'accepter de lui prêter main forte. Comme il s'agit d'une fausse accusation, les preuves manquent pour condamner Maya. L'ennemi va sûrement faire appel à un juge corrompu pour falsifier le verdict. Grâce aux recherches de Brian, il découvre que le juge chargé de l'affaire est un certain Ryan. Pour faire simple, c'est un homme obsédé par les femmes. Un tel individu cache forcément de sombres secrets. Ils doivent donc trouver son point faible pour faire pression sur lui. En allant demander de l'aide au vicomte, ce dernier, un vieil homme bedonnant, leur suggère d'organiser un bal masqué sous l'identité d'un comte anonyme. L'idée est de sélectionner des courtisanes de haut vol pour le séduire et lui tirer les vers du nez. Ce plan un peu tordu laisse les deux filles sans voix. Mais comme le vicomte est dans leur camp, elles n'ont d'autre choix que d'accepter. Le soir venu, Rita expose la stratégie aux filles de la maison close. Jason est lui aussi prêt à intervenir et leur demande de lui faire signe au moindre problème. Armé de son pistolet, il n'hésitera pas à s'en servir pour menacer directement le juge. C'est l'occasion rêvée pour tout le monde de rendre l'appareil à Maya pour sa bonté passée. Il y a quelques années, ils avaient été vendus à un bordel infâme où ils étaient traités comme des esclaves. Tous deux avaient alors songé à en finir. C'est à ce moment précis que Maya est apparue pour sauver leur corps et leurs âmes. C'est de cette même façon que toutes les personnes ici présentes ont été sauvées. Tous s'inclinent devant Rita pour implorer son aide. C'est alors que la vieille femme acariâtre entre dans la pièce. Ignorant tout de leur plan, elle leur ordonne de retourner immédiatement au travail. Une dispute éclate alors entre les deux camps au sujet du sauvetage de leur maîtresse. Laura reçoit l'ordre de changer l'écriteau de l'entrée pour indiquer que l'établissement est fermé au public. Ce soir, la maison close accueillera le bal privé, exactement comme Rita l'a planifié. Encouragées par leur gérante, les filles retrouvent le sourire. Anna veut que tous ceux qui osent semer la pagaille ici le paient très cher. Ce soir, toutes les filles doivent déployer leur charme pour plumer ces hommes et les vider jusqu'au dernier sou, vous m'entendez? C'est ainsi que le bal masqué commence peu après. Le juge est bien présent, mais personne ne daigne l'accueillir. Ryan rage d'avoir soigné sa coiffure et commandé un nouveau masque pour rien. Soudain, Myriam, la courtisane vedette, fait son entrée. Il s'empresse de l'aborder, mais le vicomte lui coupe l'herbe sous le pied. Ce dernier déclare en riant que la belle passera la soirée avec lui, déclenchant les moqueries des invités à l'encontre du juge. Alors qu'il rumine sa rancœur, une autre femme éblouissante le bouscule par mégarde. Elle est d'une beauté à couper le souffle, digne d'une déesse descendue sur terre. Saisissant sa chance, il lui demande ce qui ne va pas. Arya lui confie alors que la propriétaire de leur maison a été arrêtée, et qu'elle craint de finir à la rue. Le juge semble déjà avoir empoché un pot de vin pour faire condamner Maya. Alors,
quand une si jolie créature s'offre à lui, c'est la cerise sur le gâteau. Il lui propose de le suivre et retire son masque pour se faire valoir auprès d'elle. Il lui promet de lui offrir une vie de reine. Mais à sa grande surprise, la belle brune lui répond que le vicomte lui a déjà fait exactement la même proposition. Elle s'éclipse aussitôt, le laissant rongé par le regret. Hors de question de se faire battre 2 fois par ce gros plein de soupe, bien décidé à la conquérir, le juge jure de doubler l'offre du vicomte grâce à sa fortune. Le poisson a mordu à l'hameçon, ce qui permet à Rebecca d'obtenir des informations cruciales. Elle s'empresse de révéler aux autres filles que le juge possède en secret un hôpital ainsi qu'un orphelinat. Il détourne en réalité une partie des subventions de ces 2 établissements. Cet argent est blanchi à travers une communauté appelée Violet. En apprenant cela, Clara jubile. La femme vêtue tout en rose qui s'était opposée à elle la dernière fois se trouve justement dans la salle. C'est elle qui dirige cette organisation. Rita l'invite alors à l'écart pour discuter. Sous leur masque, elles se reconnaissent immédiatement. L'héroïne l'interroge sur ses liens avec le juge Ryan. Celle-ci répond en riant que le juge se contente de faire des dons généreux à son association. Mais la jolie blonde insiste en évoquant l'existence de comptes secrets. Surprise, la femme lui demande des explications. Comme on pouvait s'y attendre, le rat qui cache ces transactions frauduleuses se trouve du côté des hommes, car l'organisation féminine, elle, n'a absolument rien à se reprocher. Elle reconnaît que Ryan est un homme rusé. Devinant que l'objectif de la blonde est de faire chanter le juge pour libérer Maya, elle décide de lui donner un conseil. Estimant que cette affaire dépasse les capacités de Rita, elle lui propose de prendre le relais. Elle affirme que sa faction ne peut pas encore se permettre de laisser sombrer la famille de Maya. Il leur a fallu 10 ans pour affaiblir l'influence de cette lignée, il n'est pas question de laisser la famille d'Akian s'emparer du gâteau. Afin de gagner la confiance de l'héroïne, elle lui pose à nouveau la question que le roi lui-même avait posée la dernière fois, de quelle couleur est la violette ? Dans ce royaume, la violette représente la couleur des yeux de la famille royale. D'ailleurs, la famille régnante de Paris possède également des yeux d'un bleu-violet semblables à ceux de Clara. Le regard est le symbole de la royauté dans ces 2 pays. Cela signifie que cette femme et l'organisation Violet travaillent en réalité pour la couronne. Peu après, Brian vient annoncer la bonne nouvelle. Maya est officiellement innocentée, ce qui soulage grandement l'héroïne. Rongée par la colère, le vieux juge a été contraint de rendre ce verdict sans pouvoir réagir. Cela prouve bien que la mystérieuse femme a tenu sa parole. Épuisée, Rita est sur le point de s'effondrer lorsque Brian la rattrape dans ses bras, faisant battre le cœur de la jeune fille à tout rompre. Plus tard, tout le personnel de la maison close se rassemble pour fêter le retour de leur maîtresse. Cette libération provoque la fureur de leurs ennemis. Pour clore l'affaire, un homme correspondant au portrait robot du meurtrier de Lisa s'est dénoncé avant de mettre fin à ses jours. De plus, l'informatrice qui a coûté la vie à Lisa n'est autre que cette peste d'Amelia. Elle est actuellement en train d'enquêter sur la princesse Sophia. Saisissant cette opportunité, elle s'est précipitée pour interroger la blonde. À présent, cette dernière a presque tout perdu après avoir causé indirectement la mort de Lisa. Elle appelle la princesse par le nom de Sophie, tout en racontant qu'elles ont grandi dans un orphelinat qui a fini brûlé. 2 enfants y avaient disparu, Sophie et une autre personne. La princesse lui plaque aussitôt une lame sous la gorge pour la menacer, affirmant que Sophie est morte, et que si elle tient à la vie, elle doit quitter le pays avant le lever du jour. La blonde est terrifiée par le ton anormalement doux de la princesse. Quelques jours plus tard, l'héroïne est très pensive au sujet de l'affaire Maya. Ces criminels préparent quelque chose de bien plus grand que d'avoir étouffé l'injustice subie par Clara il y a 10 ans. Tout ce que Rita sait, c'est que l'organisation Gallus recherche la clé de Mademoiselle Lily. Il faut donc découvrir ce secret avant eux. C'est alors qu'une personne s'approche pour demander son chemin. Son amie accourt aussitôt pour la retrouver, râlant qu'elle se perd tout le temps. Clara, de son côté, se demande bien ce que cette femme transporte de si volumineux sur son dos. La femme se présente sous le nom de Sang, demande à Rita comment elle s'appelle, et c'est ainsi qu'elles font connaissance. L'héroïne va ensuite voir Brian pour lui poser des questions sur la clé. Il se rend compte que ce n'est pas vraiment une clé, mais plutôt un accessoire. Les lettres gravées dessus ont été faites à la demande de Lily. En les lisant, Rita a soudain un déclic. Elle rentre en vitesse pour vérifier et annonce à Clara qu'elle a trouvé. Rita a comparé le morceau déchiré laissé par Lily, et il correspond parfaitement à un dépliant touristique ainsi qu'aux autres lettres de la clé. Ils font référence à des pages et à des lieux où sont cachés les secrets. Une fois le code déchiffré, ils réalisent qu'il s'agit du dépôt d'antiquités de la dernière fois. Le secret se trouve dans un texte sacré d'une très grande valeur historique. Brian finit par y trouver la lettre qui y était conservée. À partir de là, il découvre le passé glorieux de Lily. C'était une personne hors du commun qui refusait de se laisser dépasser par quiconque. Pourtant, lorsqu'elle a rencontré Clara, la blonde a tout de suite compris qu'elle ne lui arriverait jamais à la cheville. Lily est immédiatement allée la saluer. Qui aurait cru que l'autre lui ferait une remarque sur sa mine renfrognée ? Lorsque Lily lui demande son nom, Clara se présente. Quant à son impolitesse,
Elle rétorque que c'est Lily qui l'a regardée avec hostilité en premier. Un comportement digne d'une noble de pacotille, comme le disait toujours sa mère. Des années plus tard, les deux filles sont choisies pour tenir compagnie au prince. Mais ce dernier se révèle être un froussard fini qui n'ose pas décrocher un mot. Agacée, Clara le traite carrément de muet et exige qu'il décline son identité, ce qu'il finit par faire. C'est ainsi qu'ils deviennent amis, aidant Enrica à sortir de sa coquille. Clara lui répète que rester enfermée est d'un ennui mortel, alors que le monde extérieur est si vaste. À partir de ce moment-là, ils étudient toujours ensemble. Un jour, le prince éclate en sanglots parce qu'il n'a pas fini son devoir à temps pour son tuteur. Lily, prise de pitié, lui promet de gagner du temps. La blonde feint un malaise et s'évanouit pour attirer l'attention. Profitant de la confusion, Clara entraîne le prince pour rendre son devoir à temps. C'est ainsi que tous les trois grandissent en parfaite harmonie. Le prince a appris à sourire davantage. Un peu plus tard, Henrik se fiance avec Clara. Lily était persuadée qu'il formerait le couple idéal. Pourtant, le destin bascule le jour où Sofia fait son apparition. Peu après, Clara est jetée en prison sous l'accusation d'empoisonnement. Lily refuse de croire que son amie soit capable d'une telle lâcheté. Henrik non plus, mais il ne peut pas s'opposer aux ordres du roi. Les boucles d'oreilles venaient bien du prince, et toutes les preuves accablent Clara. Dès lors, Lily commence à avoir de sérieux doutes sur sa majesté. C'est le roi lui-même qui est intervenu pour régler l'affaire. Le père de Clara, pourtant duc, reste les bras croisés alors que sa fille risque l'exécution. Après la visite de son amie, Clara reste très confiante, affirmant qu'à la fin, c'est elle qui rira la dernière. Ce jour fatidique finit par arriver, plongeant Lily dans une immense tristesse. Pendant les 2 années qui suivent, la blonde enchaîne les bonnes actions pour aider les plus démunis, tout en ouvrant des écoles pour les orphelins qui ont perdu tous leurs proches. Un jour, par hasard, Lily surprend Sofia à cet endroit. En entrant, cette dernière prononce le mot de passe, Kiriki Kirikuku. Ces gens parlent alors du Saint Graal d'Eris, comme leur tentative précédente a échoué, ils espèrent tous que cette fois sera la bonne. Lily comprend qu'ils appartiennent à la faction de Faris, et qu'ils font circuler une drogue hautement addictive appelée le paradis de Jackal. Sofia s'en sert pour faire chanter des figures influentes et les plier à sa volonté. Leur but ultime est de déclencher une insurrection afin de provoquer une guerre entre les deux pays. Après avoir tout entendu, Lily, grâce à son intelligence hors pair, commence à percer à jour ce lourd secret. Dès lors, elle se met à rassembler discrètement des preuves. Ses fiançailles arrangées avec Brian n'ont d'autre but que de faciliter ses investigations. Plus Lily s'enfonce dans ce bourbier, plus elle récolte d'informations sur l'organisation Gallus. Son contact la met en garde, elle ne doit surtout pas se faire repérer, sous peine de le payer de sa vie. Cependant, la blonde n'avait pas réalisé que cette organisation avait des yeux et des oreilles partout. Ils ont très vite découvert que Lily fouinait. Se sachant acculée, Lily commence à préparer sa propre fin. Sa priorité absolue est de mettre les orphelins à l'abri. Si la guerre éclate, ce sont eux qui écoperont en premier. Elle confie également le mot de passe Kiriki Kirikuku à Tony. La blonde lui demande de le prononcer à voix haute devant quiconque viendrait la chercher. Si l'intrus réagit, il devra immédiatement s'enfuir avec les autres enfants. Le cœur serré, Tony et les autres enfants s'efforcent d'obéir à leur demoiselle. Elles fond en larmes, impuissantes à les aider davantage. Quelques jours plus tard, elle sollicite une audience auprès du prince héritier. Henrik semble désormais se douter que sa femme cache un secret, et il s'inquiète pour son ami d'enfance. Lily comprend que le prince ne l'a pas épousée par amour. Au moins, son vieil ami est resté le même. Elle le traite d'incapable, 8 ans se sont écoulés depuis la mort de Clara, et il n'a toujours pas bougé le petit doigt. Mais puisqu'il n'a pas abandonné, Lily lui promet de gagner du temps pour lui, comme au bon vieux temps. Lors de sa rencontre avec la princesse, elle insinue l'avoir aperçue près de la cathédrale en rénovation. La blonde abat alors ses cartes et lui demande de but en blanc si elle sait quelque chose sur le Saint Graal d'Eris. Elle lui conseille de revoir ses plans au plus vite pour s'éviter un cuisant échec. Ces mots plongent instantanément Sofia dans une profonde angoisse. Lily sait qu'elle ne peut pas faire capoter les projets de cette clique. En revanche, elle peut gagner du temps. C'est pourquoi elle conçoit la clé et sème des indices derrière elle. En confrontant directement Sofia, elle espère semer la panique et les forcer à repousser leur plan par peur d'une fuite d'informations. Elle fait ensuite circuler de fausses clés pour égarer l'organisation. Quant à la vérité, elle l'a dissimulée dans le dépôt pour qu'elle parvienne à quelqu'un dans le futur. Détruire le Saint Graal d'Eris était hors de sa portée. Elle espérait simplement que quelqu'un d'aussi fort et fier que Clara se dresserait pour combattre l'organisation. Le pari qu'elle a fait au prix de sa propre vie s'est avéré payant. À l'époque, elle ne comprenait pas comment Clara avait pu sourire lors de son exécution, mais aujourd'hui, elle comprend enfin. C'est pourquoi elle a choisi de s'empoisonner pour préserver son secret. Après tout, Lily détestait perdre, et elle refusait de se laisser surpasser par Clara en matière d'audace. En finissant la lettre,
Rita comprend que le Saint Graal d'Eri désigne en réalité une opération militaire menée par Pharis pour envahir Adelbé. En découvrant tout ce que son amie d'enfance a enduré pour elle, Clara est profondément affectée. Sur le chemin du retour, l'héroïne est abordée à l'improviste par Amelia. Elle est morte de peur depuis que cette harpie de princesse l'a menacée de mort. Elle remet toutes les informations qu'elle a glanées sur Sophia à la blonde, la suppliant d'en faire bon usage. Elle transmet ensuite le dossier à Maya, à commencer par le fait que la mère de la princesse était une prostituée. Elle a également empoisonné les témoins gênants pour les rendre accros afin de s'en débarrasser. Cette garce a même fait tester la substance illégale, le paradis de Jackal, au sein d'un hôpital. Ryan dirige cet établissement, tandis que la famille Daikin sert d'intermédiaire pour la princesse. L'organisation Gallus elle-même n'est qu'un pion au service de Pharis. Face à tant d'ennemis, Clara ne sait plus contre qui diriger sa vengeance. La jeune blonde est terrifiée par la puissance écrasante de l'ennemi. De son côté, Brian est allé voir son supérieur pour demander l'accès au dossier de l'affaire d'il y a 10 ans. Le supérieur fait une remarque sur la fiancée de Brian qui s'attire des ennuis partout. Brian se contente de le fixer d'un regard déterminé, silencieux. Intimidé, le vieux lui ordonne de dire quelque chose. Brian évoque alors l'époque où le commandant avait failli être exécuté pour trahison. Leur principale préoccupation est désormais Pharis. La disparition du 7e prince est l'étincelle qui pourrait déclencher la guerre. Le royaume d'Adelbé sera assurément la première cible. Son devoir est d'empêcher cette catastrophe à tout prix. En partant, le couple tombe nez à nez avec l'autre femme blonde. Elles appellent l'héroïne Calice, car son nom de famille signifie « Calice » dans la langue ancienne de Pharis. Ces deux femmes savent parfaitement ce que prépare le groupe de Brian, à commencer par l'enlèvement du 7e prince de Pharis. L'autre camp compte s'en servir comme prétexte pour déclarer la guerre, et comme elles cherchent à l'éviter, elles sont venues ici. La 3e princesse les a dépêchées ici pour faire obstacle à l'organisation Gallus. Toutes deux s'inclinent pour implorer leur aide afin d'éviter le conflit. Rita demande alors pourquoi le plan d'il y a 10 ans a échoué. À sa grande surprise, la blonde lui répond que c'est parce que Clara a été exécutée. Ces révélations permettent à Brian de reconstruire tout le puzzle. Il va immédiatement trouver le père de Clara pour obtenir des explications. Interrogé sur la mère de Clara, le duc admet qu'elle était la descendante légitime de la reine céleste. La famille royale d'ici possède des yeux violets rouges, tandis que celle de Pharis a des yeux violets bleus. Clara étant la descendante de la reine céleste, Pharis voulait l'installer sur le trône de ce royaume pour en faire son état vassal. Mais l'exécution de Clara il y a 10 ans a réduit ce plan à néant. Contre toute attente, le pays entier a été sauvé par cette tragédie. À moins que, dès le départ, quelqu'un ait délibérément sacrifié Clara pour préserver la paix. En d'autres termes, c'est son propre père qui l'a livré au sacrifice. Grâce à cela, la guerre a été évitée entre les deux pays. Cela semble cruel, mais c'est la vérité. La plus jeune propose alors à son aîné d'aller confronter ce père. L'héroïne lui demande alors de but en blanc si c'est bien lui qui a envoyé Clara à l'échafaud. Après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle, notre héroïne comprend que la seule personne capable de fabriquer de fausses preuves dans l'assassinat de Sophia ne peut être que ce père. Personne d'autre n'aurait pu s'introduire dans le manoir du duc sans laisser la moindre trace. Le seul qui en était capable, c'était lui. C'est pour ça que Rita affirme que le duc est responsable de l'exécution de Clara. En remontant bien des années en arrière, Duffy et Dylan étaient les meilleurs amis du monde. Une fois monté sur le trône, le blond a pu compter sur l'aide du brun pour gérer le pays. Quelque temps plus tard, Duffy a été contraint d'épouser une descendante directe de l'impératrice céleste de Pharis. Si Sa Majesté a choisi son amie pour cette union, c'est parce qu'elle refusait de confier cette lignée de sang à un autre noble. Duffy a accepté cet arrangement pour le bien du royaume. Quant à la mère de Clara, c'était une femme belle et pleine d'assurance. Malheureusement, Cibola avait une santé très fragile et tombait constamment malade. Heureusement, donner naissance à Clara n'a pas aggravé son état. Le visage adorable de la petite faisait craquer son père, mais aussi Sa Majesté et le Premier ministre Dylan. Duffy, lui, a exigé qu'on lui rende sa fille, de peur qu'elle n'attrape leur stupidité. Vexé, l'homme a demandé à Sa Majesté d'intervenir, mais manque de bol, le blond était bien d'accord avec Duffy. Ce jour-là fut le tout dernier où les trois amis ont pu rire de bon cœur. Car les années suivantes, le royaume a enchaîné les crises. C'est alors que Duffy a signalé l'apparition d'une drogue psychotrope appelée le paradis du chacal. Cette substance, d'origine inconnue, s'arrachait chez les jeunes nobles. Au début, le père de Clara pensait qu'il s'agissait d'un problème mineur. Mais après plusieurs mois d'enquête, ils ont fini par découvrir le sombre complot qui se tramait en coulisses. À cette époque, Clara et le Premier ministre Dylan avaient tous deux été jetés en prison. Vu la tournure des événements, son vieil ami risquait d'être exécuté très rapidement pour haute trahison. Pourtant, Duffy et le roi savaient pertinemment qu'il ne les trahirait jamais. Quelqu'un avait piégé cet homme. Et le motif derrière tout ça, préparer une guerre. Duffy a tout de suite soupçonné Pharis de tirer les ficelles dans l'ombre. Le plan s'appelait le Saint Graal d'Eris.
Il comptait profiter de l'exécution de Dylan pour lancer leur invasion. Si son ami a été condamné si vite, c'est parce qu'il y avait un traître à la cour. L'organisation Galos utilisait cette drogue pour financer ses activités, avec pour but ultime d'affaiblir le pouvoir royal. Et il était évident que celui qui s'était allié à eux n'était autre que Simon Dakian. Ils étaient désormais pris au piège, sans aucune issue. Le fait que Clara soit mêlée à cette affaire d'empoisonnement n'était qu'une coïncidence, et non un coup monté par Galos. Au contraire, ils voulaient la garder en vie pour en faire leur marionnette au pouvoir lors de l'invasion. Pour dénouer l'impasse, le roi a d'abord pensé à éliminer Clara afin d'épargner une guerre au pays. Mais il a vite chassé cette idée, car il tenait énormément à la petite. C'est alors que Dufy a proposé un choix impensable. Ce père a accepté d'utiliser sa propre fille, pour reprendre l'avantage. Le plan des ennemis ne pouvait réussir que si quelqu'un de sang Pharis montait sur le trône. Exécuter Clara sauverait le royaume, déjouerait le complot et permettrait d'épargner la vie de Dylan. Emma et la Société Violet se chargeraient de l'opération. Le roi refusait cette option, mais le père avait déjà pris sa décision. Il a demandé à Sa Majesté de bien graver dans sa mémoire le visage de tous ceux qui réclamaient la tête de sa fille. Celui que Pharis soutenait en faisait forcément partie, et il lui ferait payer très cher plus tard. C'est ainsi que Clara a fini sur l'échafaud. Une fois son récit terminé, le père a demandé quel rapport cela avait avec Rita. Le blond a répondu que tout cela était pour elle, avant de s'avancer et de flanquer une violente gifle à ce père qui avait osé sacrifier sa propre chair. Rationnellement, Dufy avait peut-être eu raison en sauvant le royaume, mais sur le plan humain, c'était tout simplement impardonnable. Ce coup au visage a permis au duc de se rappeler l'époque où sa femme lui avait elle-même collé une baffe. Il faut dire que Dufy ne se comportait pas du tout en mari, il faisait chambre à part, et il n'osait même pas l'appeler affectueusement par son prénom. À ce moment-là, la mère de Clara savait pertinemment que le sang qui coulait dans ses veines pouvait déclencher une guerre. Mais elle refusait d'être traitée comme une prisonnière. Après l'avoir giflée, elle lui avait lancé en souriant que chez elle, le seul langage que comprenaient les idiots, c'était les poings. De retour à la réalité, notre héroïne, après avoir osé un geste aussi insensé, commence à ressentir la peur. Il faut dire qu'il s'agit d'un duc, et pas de n'importe qui, bon sang. Clara rappelle alors à sa cadette que sa mère disait toujours que le seul langage pour les idiots, ce sont les poings. En entendant ça, la blonde s'excuse et explique que ce geste est une coutume du pays natal de la mère de son amie. Une sorte de remède pour corriger les idiots. Ces mots font-ils dans l'esprit de Dufy. Il esquisse un sourire amer en disant que cette gifle n'est rien comparée à celle d'autrefois. Le duc demande alors ce que veut l'ami de notre héroïne, ou si elle souhaite qu'il paie pour avoir sacrifié sa propre fille. À cet instant, la blonde comprend qu'il semble totalement las de la vie et qu'il souhaite mourir. Ces mots jettent un froid, et l'homme s'assombrit nettement. Il sourit tristement en réalisant qu'au fond, il veut effectivement en finir. Dufy ajoute qu'il ne mérite que d'être puni. Mais l'âme de sa fille refuse de le voir ainsi. Elle prend alors possession du corps de notre héroïne pour lui ouvrir son cœur. Elle lui murmure « Papa, je ne me suis jamais senti à plaindre. C'est vrai que c'est triste d'en être arrivé là, mais je sais très bien à quel point tu peux être maladroit. » De plus, Clara refuse d'être prise en pitié. Elle s'est toujours considérée comme le fruit de l'amour sincère qui unissait ses parents. Et elle sait qu'il a dû terriblement souffrir pour prendre une telle décision. Les souvenirs heureux du duc et de sa défunte épouse refont surface. Clara confie qu'elle aurait tant de choses à lui dire, même si ce ne serait que des jérémiades. Elle prononce alors une phrase familière que sa mère avait l'habitude de dire. Le père comprend aussitôt que c'est bien l'esprit de sa fille qui s'exprime à travers la blonde. À l'époque, en signant l'arrêt de mort de sa propre enfant, Dufy avait sombré dans un désespoir sans nom, passant ses journées à serrer contre lui l'urne funéraire de sa fille. Les souvenirs d'enfance de Clara défilaient dans sa tête. Cet homme avait versé toutes les larmes de son corps, se répétant que s'il y avait eu le moindre autre moyen de sauver ce royaume, il aurait payé n'importe quel prix. Le soir venu, après le départ des deux jeunes filles, le duc a cru apercevoir un bref instant l'esprit de sa fille. Dès le lendemain, Brian est venu informer Lord Dylan que la famille Dakian appartenait bien à l'organisation Galos. Récemment, la princesse Sophia avait racheté l'hôpital, et ils en avaient profité pour assassiner le responsable financier. Il est fort probable qu'il existe un registre de comptes secrets, et s'ils mettent la main dessus, ils pourront tous les coffrer d'un coup. Le jeune homme s'est vu confier cette mission. Le vieil homme lui a également présenté ses condoléances pour le décès de Simon Elster. Au même moment, notre héroïne retrouvait ses deux alliés, pour faire le point sur leurs informations. Pour l'instant, elle n'avait rien de bien concret à signaler. Du côté de Pharis, la situation était extrêmement chaotique. Le cerveau de toute cette affaire serait, selon elle, le quatrième prince qui s'apprête à monter sur le trône. C'est alors que la meilleure amie de Rita est appelée. Hélène rédigeait un article pour sa rédaction et s'apprêtait à percer dans le milieu du journalisme. Grâce à cela,
elle avait mis la main sur des informations capitales concernant l'homme récemment assassiné à l'hôpital. Clara a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une piste sérieuse, ce qui a poussé Rita à lui poser plus de questions. Hélène leur a alors indiqué un cercle de jeu clandestin réservé à la noblesse. Fidèles à elles-mêmes, les deux filles s'y sont aventurées sans hésiter. Quelle ne fut pas leur surprise d'y croiser la vieille Emma. Une fois à l'intérieur, celle-ci a utilisé le mot de passe du lieu pour exiger ce qu'elle était venue chercher. Elles ont ainsi été conduites au sous-sol. En chemin, la forte dame a demandé à notre héroïne comment elle pouvait ignorer le deuil qui frappait la famille de son fiancé, Brian. Il faut savoir que la famille Elster n'est pas une simple lignée, c'est le nom porté par les exécuteurs de l'ombre au service du roi. Brian, qui est actuellement dans la police militaire, a été formé par son prédécesseur, Simon Elster, décédé la veille. Le fameux registre des comptes secrets dont ils avaient besoin leur a enfin été remis. Cependant, une fois remontées à la surface, elles ont constaté que les types autour d'elles les avaient à l'œil. Ces types refusaient que le registre soit divulgué. Emma l'a rapidement glissé à Rita, lui ordonnant de filer par la porte arrière. Rester là ne ferait que la gêner, d'autant qu'en réalité, elle était elle-même l'élève de Simon Elster. Elle leur a demandé de veiller sur son cadet, actuellement aux funérailles. Des coups de feu ont alors retenti en rafale, et Clara a formellement interdit à sa cadette d'intervenir. Notre héroïne a ensuite rejoint son fiancé pour lui remettre l'objet qu'elle venait de récupérer. En constatant qu'il s'agissait du fameux registre secret, il l'a sévèrement réprimandé pour avoir encore agi en solo. La jeune fille s'est contentée de sourire en s'excusant, rassurée de s'en être sortie indemne. Voyant Brian profondément abattu, notre héroïne a tenté de lui remonter le moral. Tous ses proches étaient morts les uns après les autres, lui donnant l'impression d'être lui-même la faucheuse. Pourtant, Rita n'avait pas peur du tout, affirmant qu'elle-même n'était pas un ange et savait se montrer très rusée. La scène se déplace ensuite vers Olivia. Après s'être fait royalement mener en bateau par Rita et Clara, elle avait complètement perdu l'esprit. Quelqu'un est venu lui glisser à l'oreille l'idée de se venger de notre héroïne. Ni une ni deux, elle a tout de suite voulu passer à l'acte. Du côté de la blonde, Brian lui a annoncé qu'Emma s'en était sortie. Bien qu'elle ait reçu une balle dans le bras, elle devrait rapidement quitter l'hôpital. Le jeune couple a aussitôt utilisé le registre secret comme pièce à conviction pour faire accuser la famille d'Akian. Julia serait impliquée dans un réseau de traite d'esclaves et de trafic de la drogue interdite, le paradis du chacal. Elle va être transférée dans un couvent en attendant son jugement. L'organisation Gallows vient de perdre ses plus précieux soutiens. En se rendant chez Maya, nos amis ont été accueillis par sa petite nièce. Lucia a dit à Clara qu'elle sortait jouer dehors. Une fois à l'intérieur, leur ami n'en revenait pas que la famille d'Akian soit impliquée dans une telle affaire de contrebande. En réalité, le plus urgent restait de localiser le prince Ulysse afin d'éviter une guerre ouverte. La délégation de Faris devait quitter la capitale dans quelques jours seulement. Si le prince n'était pas retrouvé d'ici là, les choses allaient tourner au vinaigre. Clara a alors fait remarquer que personne n'avait envisagé l'hypothèse où Gallows contrôlerait le port. Le ravisseur était un marchand avec une couleur de peau particulièrement rare, et pourtant, personne dans tout le royaume ne semblait l'avoir aperçu. Cela signifiait qu'il se cachait dans un endroit au-dessus de tout soupçon. Un homme de son genre devait logiquement fréquenter le port, là où se croisent d'innombrables voyageurs venus d'ailleurs. Le jeune homme s'est alors souvenu de la fille que Rita avait aidé par le passé à acquérir le port, et qui s'avérait elle-même être membre de l'organisation Gallows. Il a immédiatement décidé d'aller enquêter, et la blonde a insisté pour l'accompagner. C'est alors que Maya a reçu un message d'urgence, cette vaurienne de Julia venait de s'évader de son couvent. Et leur cible de vengeance, c'était eux. Dans la voiture, Rita craignait que son fiancé ne se mette en colère parce qu'elle avait encore insisté pour l'accompagner. Brian a répondu que ce n'était rien. Il s'est dit que la garder sous ses yeux serait bien plus facile à gérer que de la laisser agir seule de son côté. D'après ses calculs, une fois que tout serait réglé, il n'aurait plus à prétendre être fiancé. Dès que le prince serait retrouvé, le royaume ne courait plus aucun danger. Brian voulait s'organiser pour rompre les fiançailles au moment opportun. Mais c'était une phrase que Rita ne voulait absolument pas entendre. Parce qu'au fond, elle était vraiment tombée amoureuse de lui. L'air triste, notre héroïne lui a demandé s'il n'avait pas l'intention de se marier un jour. Brian a répondu qu'il ne pensait pas être capable de rendre quelqu'un heureux. En entendant ça, Clara n'a pu que soupirer devant tant de bêtises. Au même moment, alors que Lucia était partie acheter du pain, elle s'est retrouvée dans une très mauvaise posture. Le serviteur qui l'accompagnait avait été menacé par cette peste de Julia. Très mature pour son âge, la petite blonde a vite compris que c'était elle la cible, et a donc accepté de la suivre. Cet après-midi-là, notre couple s'est rendu au hangar pour mener l'enquête et a été frappé par un silence de mort. Clara a dû voler à l'intérieur pour vérifier, pile au moment où une bombe a été lancée, mettant en danger la vie de nos deux héros. Heureusement, Brian a réagi assez vite pour protéger notre héroïne du souffle de l'explosion. Les membres de l'organisation, réalisant que leur position était compromise,
ont décidé de jeter toutes leurs forces dans la bataille. Clara a indiqué à Brian la position de l'homme sur le toit, qui s'apprêtait à les prendre en embuscade pour les acculer. Comprenant le danger, le jeune homme lui a dit qu'il allait attirer les ennemis ailleurs, et a ordonné à Rita d'en profiter pour s'enfuir et se mettre à l'abri. Il s'est alors élancé et a abattu 3 hommes de plus. Clara, de son côté, empêchait sa protégée de courir vers le danger. Notre héroïne était morte d'inquiétude pour l'homme qu'elle aimait, elle a donc supplié sa grande sœur de faire quelque chose pour le sauver. La situation devenait critique, car Brian était blessé. Il se demandait si Rita avait réussi à s'échapper, car lui aussi commençait à éprouver des sentiments pour elle. Alors qu'il s'apprêtait à risquer le tout pour le tout après tout ce qui s'était passé, voilà que les assaillants se sont soudainement fait électrocuter et sont tombés raides au sol. Se doutant que c'était l'œuvre de Clara, Brian l'a remercié. Grâce à cela, la suite a été un jeu d'enfant. Le soir venu, Clara est revenue annoncer une bonne nouvelle. C'est bien grâce à son coup de main que Brian avait pu triompher de ce surnombre d'ennemis. Il a reproché à la jolie blonde de ne pas l'avoir écoutée et d'être restée dans cette zone dangereuse, pour finalement se faire passer un savon mémorable par notre héroïne. La jeune femme a ouvert son cœur, lui disant qu'elle ne pouvait pas l'abandonner alors qu'il risquait sa vie. C'était la première fois qu'on le traitait d'idiot, ce qui a arraché un sourire à Brian. Touché par la sincérité des sentiments de Rita, il a ouvert son cœur à son tour, lui avouant qu'il avait eu terriblement peur de la perdre. En entendant ça, la jeune fille a rougi, déstabilisée par cette confession si soudaine. Il a alors exprimé son souhait le plus cher, passer le reste de sa vie à ses côtés, ce qu'elle a évidemment accepté. Leurs fausses fiançailles sont alors devenues bien réelles, et le couple s'est enlacé, ivre de bonheur. Quant à Lucia, elle avait été emmenée ailleurs. Julia lui a dit de s'en prendre à Maya, qui avait osé se dresser contre elle. La cruelle femme s'est même demandé quelle tête ferait Maya si elle lui renvoyait la tête de la petite. Kevin est alors intervenu pour l'arrêter. Quand elle lui a hurlé de ne pas se mettre en travers de son chemin, il l'a froidement poignardée à la jambe. D'un ton glacial, il lui a rappelé qu'il était hors de question de tuer des enfants, et lui a ordonné de retourner au couvent, pour continuer à faire diversion auprès de la police militaire. Cependant, comme il ne fallait pas qu'elle en dise trop, cet homme a ordonné à ses sbires de lui couper la langue ou de faire le nécessaire pour qu'elle ne puisse plus jamais parler. Lucia a ensuite été relâchée, mais sur le chemin, la petite a entendu les appels à l'aide du prince captif. Le lendemain matin, les 2 émissaires de Paris se sont rendus au port pour mener l'enquête. En découvrant que l'organisation nourrissait convenablement le prince, ils ont trouvé cela louche. S'ils voulaient vraiment déclencher une guerre, l'assassiner tout de suite aurait été bien plus rapide. Si l'instigateur était Philippe et qu'il voulait monter sur le trône, il aurait déjà éliminé Ulysse, car lui et son jeune frère possèdent ces yeux si puissants, symbole du sang royal. C'est là que le couple a compris que le 4e prince n'était pas du tout leur ennemi. Les véritables cerveaux de l'affaire étaient en réalité les 2 autres princes. De son côté, notre héroïne cherchait désespérément Lucia, dont l'absence inquiétait profondément Maya. Quant à Julia, elle avait été si cruellement violentée qu'elle était incapable de parler. C'est à ce moment-là qu'Olivia a fait son apparition, constatant que Rita n'avait pas changé d'un pouce, et lui demandant de manière provocante ce qu'elle pensait d'elle. Elle a évoqué le fait d'avoir croisé notre héroïne au port, la regardant avec des yeux remplis de haine. Mais plutôt que d'agir immédiatement, elle a préféré attendre une meilleure occasion. En allant voir Brian, Rita a appris que les tensions militaires s'étaient enfin apaisées. Les grenades de l'autre jour provenaient en fait d'un réseau de contrebande depuis Melvina. Le roi avait personnellement négocié un accord commercial d'armement avec ce pays, afin de maintenir Paris tranquille et d'éviter tout débordement. Celle qu'il avait le plus mauvaise à ce moment-là était la princesse consort, car elle ignorait totalement l'existence de cet accord secret entre le roi et Melvina. Le prince héritier a répondu à ses interrogations en la démasquant, évoquant par la même occasion le fait qu'elle avait introduit des explosifs de contrebande dans le royaume. Quand Sophia lui a demandé depuis quand il était au courant, il lui a tout raconté. Autrefois, tout le monde s'opposait à ce que le prince héritier l'épouse, mais il avait insisté, et même le roi avait fini par accepter. Tout cela n'était qu'une couverture pour infiltrer son réseau et protéger le royaume. Notre homme avait perdu toute naïveté depuis la mort de Clara. Malheureusement pour lui, Sophia s'est montrée plus rusée et avait versé un poison dans son verre, provoquant une crise chez Henrique. Elle est ensuite allée faire son rapport à son supérieur. Elle lui a expliqué qu'elle avait épargné le prince héritier uniquement pour faciliter sa propre comédie. Quant à Marc, il avait déjà été transféré au sous-sol. Les préparatifs étant terminés, son supérieur a ordonné de lancer immédiatement le plan. Mais d'abord, il fallait éliminer les gêneurs, à commencer par Rita. Cette peste d'Olivia, de concert avec l'organisation, avait monté de toutes pièces une machination pour faire passer notre héroïne pour la complice du kidnapping du prince de Paris. Le peuple a ainsi sombré dans la panique, redoutant l'éclatement d'une guerre. La jolie blonde a été arrêtée par les hommes de l'organisation. Pour éliminer tout obstacle, ils l'ont interrogée afin de faire accuser Brian. Et comme Olivia avait bel et bien aperçu notre héroïne au port, là même où le prince de Paris était retenu captif,
elle n'avait aucun moyen de se défendre. Devinant leur sinistre complot, Rita a tenté le tout pour le tout, elle s'est dénoncée et a endossé l'entière responsabilité pour sauver Brian. Elle a affirmé qu'elle avait un puissant protecteur, qui n'était autre que l'organisation Galos. En entendant cela, son interlocuteur est resté sans voix, n'ayant pas prévu une telle audace de sa part. En se sacrifiant, Rita est parvenue à impliquer directement l'organisation Galos dans l'enlèvement du prince. Elle a même poussé le vice jusqu'à demander l'annulation de ses fiançailles avec Brian. Grâce à cette manœuvre, Brian a été immédiatement libéré, totalement blanchi de cette affaire d'enlèvement du prince de Paris. Tout sourire, la jolie blonde a confié que, une fois cette histoire finie, elle voulait passer le restant de ses jours avec lui. Ce ne serait pas facile, bien sûr, mais notre héroïne voulait croire au miracle. Grâce à ce coup de poker inattendu, la situation s'est enfin stabilisée. Pour toute réponse, Brian l'a tendrement embrassée sur le front en signe de gratitude. La scène se déplace ensuite vers les deux princes. Johan semblait avoir été contraint par l'organisation Galos de se plier à leurs exigences, sa propre fille étant retenue en otage par ces criminels. Le ravisseur lui a alors annoncé qu'ils allaient procéder à l'exécution publique du coupable de l'enlèvement, c'est-à-dire Rita. Pendant ce temps, dans sa cellule, Rita se retrouvait bien seule car Clara avait mystérieusement disparu. La jeune fille se demandait si sa grande sœur n'avait pas fini par perdre patience avec elle. C'est à ce moment-là que son père est venu lui rendre visite. Apprendre sans crier gare que sa propre fille allait être exécutée en public, de quoi faire une crise cardiaque à n'importe quel cœur un peu fragile. Notre héroïne a alors supplié son père de la renier pour épargner le reste de la famille. Mais l'homme a répondu qu'il ne connaissait rien aux intrigues du palais et qu'il ne comprenait pas ce qui arrivait à ce royaume. La seule chose que ce père savait pertinemment, c'était qu'il devait se battre de toutes ses forces pour protéger sa fille, un point c'est tout. Craignant qu'il ne commette une folie, Rita a tenté de le raisonner, mais son père avait déjà un plan bien précis en tête. Il suffisait qu'une seule personne ose faire le premier pas pour que les autres suivent le mouvement. Pendant ce temps, la princesse consort s'activait à distribuer des repas aux orphelins. Suzanne s'est alors approchée d'elle pour lui demander de changer au plus vite le garde des otages. L'homme en question était d'une violence rare, et si les deux enfants osaient se rebeller, ils risquaient fort de se faire tuer. En entendant cela, la jolie blonde a poussé un soupir avant d'accepter. Cette nuit-là, elle s'est rendue au repère secret situé dans les égouts, prononçant le fameux mot de passe de l'organisation, Kiriki Kirikiku. Lucia lui a alors demandé ce que la princesse consort leur voulait. Elle les a mis en garde, leur disant que s'ils tentaient de résister, les choses allaient très mal tourner pour eux. En entendant cela, la petite blonde l'a trouvée bien gentille, tout comme Suzanne. Sophia a rétorqué que si elle en recevait l'ordre, elle n'hésiterait pas à les tuer de ses propres mains. Mais la petite Lucia était extrêmement intelligente, elle a tout de suite compris que si cette femme était venue les avertir, c'était justement pour leur éviter la mort. Cette réflexion a soudainement ravivé chez Sophia des souvenirs d'enfance partagés avec sa meilleure amie. Dès le lendemain matin, les journaux titraient sur l'implication de Rita dans le kidnapping du prince de Paris. Ses deux meilleures amies ont alors proposé de se mobiliser pour exiger que justice soit faite. 10 ans plus tôt, un groupe de personnes s'était déjà levé pour arracher Clara à la peine de mort. D'après ce que savait Hélène, il s'agissait de la guilde de la Violette. Kate ne pouvait plus rester les bras croisés et voulait aller solliciter leur aide. C'est à ce moment précis que la maîtresse de la guilde est apparue, saluant la remarquable détermination de la jeune fille. Du côté de l'église, Clara ne chômait pas non plus et s'était rendue chez le gros homme pour solliciter son aide. Celui-ci a d'abord fait l'idiot en feignant de ne pas la voir, avant de se faire impitoyablement démasquer par la jeune femme. C'était déjà sur ses conseils qu'il avait accepté d'annuler les fiançailles de Rita. De plus, 10 ans auparavant, il avait promis à Clara de lui venir en aide. Mais à l'époque, elle avait catégoriquement refusé tout soutien. Le moment était donc venu pour lui d'honorer sa vieille promesse. Le vicomte a accepté sans sourciller, lui demandant avec dérision ce qu'elle attendait d'un gros porc comme lui. La scène se transpose ensuite dans la capitale de Paris, où le prince Philippe apprenait l'arrivée d'un émissaire. Ce dernier l'a informé que le prince Marc était retenu prisonnier par l'organisation Galos, et que les deux princes du royaume voisin étaient manipulés par ces mêmes de l'organisation. Leur signe distinctif, un tatouage représentant un soleil sur le corps. En entendant cela, les deux princes de Paris ont soudainement réalisé que l'un de leurs propres subordonnés faisait partie de cette organisation. Cette précieuse information avait été transmise depuis le front par les 3 princesses de San. Le vicomte s'est présenté devant les deux princes au nom du prince héritier Enrique pour solliciter des fonds. Mais son véritable objectif était de leur demander de manière détournée s'ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Cette insinuation pleine de mystère de la part du vieil homme grassouillet a permis à son interlocuteur de comprendre qu'il pouvait lui faire confiance. Rongé par l'inquiétude pour sa fille retenue prisonnière par l'organisation Galos, Johan était bien en peine de parler. C'est alors que l'infâme maître chanteur a fait son entrée. Celui-ci occupait le poste de ministre des Finances et répondait au nom de Paul. Le vicomte le salue puis l'invite à venir visiter l'église. Ils se serrent ensuite la main, mais reçoivent une décharge électrique.
Le gros homme met ça sur le compte du magnétisme, ou peut être d'une farce de la déesse. Une fois dehors, Clara lui demande s'il n'a pas eu mal tout à l'heure. Totalement sous le charme de sa beauté, il répond que c'était un pur délice et qu'il n'a rien senti du tout. Elle vient tout juste de repérer le tatouage de ce Paul. Maintenant qu'elle sait que c'est un espion, il sera bien plus facile d'agir. De plus, elle se préoccupe pas mal de l'usage de son pouvoir, pensant que si elle l'utilise avec modération, elle n'aura pas sommeil. Bénéficiant de la grâce de la déesse, le vicomte explique que générer une force surnaturelle demande énormément d'énergie spirituelle. Il en profite pour lui demander si la raison pour laquelle elle ne s'est pas encore élevée vers l'au-delà est la vengeance. Ce que la jeune femme confirme. Pourtant, il trouve que cela ne colle pas, car tous les gestes de Clara montrent plutôt qu'elle cherche à sauver Rita. Permettre à une âme désincarnée de rester dans le monde des vivants est une tâche ardue, il faut forcément une motivation d'une force inouïe pour y parvenir. Il espère qu'une fois sa vengeance accomplie, elle pourra enfin rejoindre le monde des esprits auprès des dieux. Pendant ce temps, Kate et le groupe Violet se mobilisent pour clamer l'innocence de l'héroïne. Ils frappent à toutes les portes pour solliciter l'aide de personnes influentes, y compris Neil, l'ancien fiancé de Rita. Résultat, des montagnes de documents sont envoyés au palais royal, toutes remplies de signatures s'opposant à l'exécution de l'héroïne. On note surtout un livre récemment publié, racontant l'histoire d'une fille qui brise les barrières sociales pour épouser un prince, alors qu'elle est membre d'une organisation criminelle et issue d'un milieu d'orphelins misérables. En apprenant cela, Sophia est folle de rage, car ce livre parle clairement d'elle. La blonde ne comprend absolument pas pourquoi tant de gens se mobilisent pour quelqu'un d'aussi insignifiant que Rita. Paul déclare que peu importe la situation, l'exécution aura bien lieu, aussi bien pour l'héroïne que pour Lucia. Il ajoute qu'une rumeur court selon laquelle Rita aurait le pouvoir de parler aux morts, et que c'est pour cela qu'elle s'obstine à vouloir innocenter Clara. La princesse consort va ensuite trouver l'héroïne pour l'interroger à ce sujet. Amère, elle lâche que les morts ne parlent pas, du moins, pas pour elle. Son passé douloureux refait alors surface, à l'époque où elle n'était qu'une simple orpheline, elle s'appelait Sophia. Étonnamment, cet enfant se faisait passer pour un garçon. Quant à sa meilleure amie, elle portait exactement le même prénom, Sophia. De retour à l'orphelinat, les autres camarades leur parlent d'eux. Un homme étrange qui recherche une personne nommée Sophia, mais dans cet orphelinat, presque toutes les filles portent ce prénom. Paul remarque alors que Sophia ressemble beaucoup à la personne qu'il recherche. Ses yeux couleur rose sont sa particularité, c'est pourquoi il lui fait une proposition extrêmement avantageuse. Ce soir-là, Sophia annonce à ses amis qu'elle va partir pour se faire passer pour la fille du Seigneur, sous le nom de Sophia. Cet homme avait eu un enfant avec une courtisane, et le bébé avait justement été abandonné dans cet orphelinat. Sophia veut accepter leur marché pour que le Seigneur finance l'orphelinat. De cette façon, ses amis auront une vie meilleure. Pourtant, la suite vire au cauchemar, l'orphelinat est entièrement réduit en cendres, et seule Sophia s'en sort vivant. En se précipitant à l'intérieur, elle y découvre son amie. Celle-ci lui avoue que tout est de sa faute. Le vicomte Paul a décidé d'éliminer tout le monde ici pour étouffer le fait qu'il avait utilisé Sophia pour remplacer sa propre fille. Les autres camarades, eux, ont tous perdu la vie. Les deux fillettes blondes tentent de s'enfuir mais s'aperçoivent qu'on les poursuit toujours. Celle aux cheveux longs pousse alors son amie aux cheveux courts dehors, lui criant de fuir pendant qu'elle retient les poursuivants. Malheureusement, la maison s'effondre l'instant d'après, coûtant la vie à Sophia. Le lendemain matin, Paul arrive sur place et déplore que tout ce mal ait été vain. Il ne s'attendait pas à ce que le pion qu'il avait choisi périsse dans les flammes, il la croyait au manoir, et voilà qu'elle était revenue ici. Tout ça parce que ce vieux Paul a ordonné d'incendier l'orphelinat pour les faire taire. C'est alors qu'il découvre Sophia, qui a elle aussi ses fameux yeux roses, et s'avère être une fille et non un garçon. Paul propose alors à la gamine de s'allier pour se venger du vieux vicomte. Consumée par la haine après avoir perdu tous ses proches, elle est devenue la Sophia d'aujourd'hui. De retour au présent, Paul annonce qu'il va accélérer l'exécution de Lucia et de Rita. Cette nuit-là, Clara apprend que le véritable Paul est décédé il y a 10 ans, et que celui qui vit actuellement n'est qu'un imposteur. Brian, quant à lui, n'a pas fermé l'œil depuis des jours, cherchant désespérément un moyen de sauver sa fiancée. C'est alors qu'elle vient lui apporter des nouvelles, lui proposant d'aider leur troisième princesse à monter sur le trône, car celle-ci est contre la guerre. Actuellement, San est assigné à résidence en attendant son exécution. Installer une telle personne sur le trône s'annonce très difficile, mais la blonde évoque la possibilité qu'elle bénéficie d'un soutien de poids. Et si, au lieu de se rendre à Melvina pour négocier, le roi d'Earth s'était secrètement rendu à Paris? En entendant cela, Brian comprend qu'il reste encore quelques étapes pour aider la troisième princesse à prendre le pouvoir à Paris. Et surprise, la personne assignée à résidence n'est qu'une doublure, car c'est elle la véritable troisième princesse. En prison, l'héroïne retrouve Brenda, celle qui s'était autrefois alliée à Olivia pour lui nuire. Elle vient lui annoncer que dehors, tout le monde se mobilise pour Rita. Elle veut elle aussi apporter sa pierre à l'édifice en dénonçant publiquement Olivia. Même s'il est un peu tard, qui sait,
cela pourrait peut-être changer les choses. Du côté du fantôme de Clara, elle reste d'un calme olympien bien que ce soit aujourd'hui que Rita doive monter sur l'échafaud. Elle affirme qu'il reste encore du temps et qu'il n'est pas question pour elle de baisser les bras, ordonnant au gros lard de se remettre immédiatement au travail. Tout excité d'entendre ça, le vicomte laisse tomber ses affaires. Mais cela lui permet de découvrir les plans de restauration de la cathédrale de l'hôtel de ville. Le jour de l'exécution de Clara, la foudre s'était abattue, provoquant un incendie. Quant à la jeune femme, elle n'en a absolument aucun souvenir. Tout ce dont elle se rappelle, c'est qu'on lui a fait boire un étrange breuvage, qui lui a donné le tournis au point de lui faire perdre la mémoire. Notre ami suppose que ce jus de fruits contenait un sédatif, destiné à calmer les condamnés. Il est fabriqué à partir d'un fruit rare, dont on dit qu'il permettrait même de remonter le temps. De plus, il découvre un plan des souterrains situés sous la place. C'est l'endroit idéal pour cacher des otages. Le vicomte reçoit l'ordre de prévenir immédiatement la police militaire. Quant à Clara, elle se jure que cette fois, ce sont elles qui riront les dernières. Au palais royal, le prince héritier, bien qu'empoisonné, est toujours en vie mais extrêmement affaibli. S'il lui demande si elle est là pour l'achever, Sophia répond que non, car si elle avait voulu sa mort, elle l'aurait fait depuis bien longtemps. Henrik lui raconte le rêve qu'il vient de faire. Ils se promenaient ensemble lorsqu'un enfant leur a fait les poches. La blonde s'en est rendue compte immédiatement, a forcé le gamin à rendre son larcin et lui a fait la morale en lui disant que, peu importe ses raisons, il ne devait pas s'égarer. Tout au coup, il trouve que son épouse artificielle sait aussi se montrer sincère. À ces mots, Sophia rit doucement et rétorque que seule la vraie Sophia aurait pu prononcer de telles paroles, pas elle. Se remémorant le visage de son amie d'enfance, la blonde poursuit son plan, en assommant le prince d'un coup derrière la nuque. Elle profite ensuite de la confusion pour s'éclipser afin de régler ses propres affaires. Quand le cerveau de toute cette opération lui demande ce qu'il se passe, Sophia ment en prétendant que le prince a simplement fait une crise. Ils vont tous se concentrer sur l'exécution d'aujourd'hui. Quant à Sophia, elle a discrètement dérobé les clés de son complice. Au même moment, l'héroïne est emmenée à l'extérieur avec un verre de jus de fruits. Le vicomte apporte justement un breuvage similaire, mais bien plus sûr. Il lui murmure à l'oreille que le fantôme lui a expressément interdit de laisser Rita boire n'importe quoi. En voyant ce sourire, la blonde se réjouit, sachant que sa grande sœur ne l'a pas abandonnée. Dans les égouts, Sophia demande à déplacer les otages, puis élimine de sang-froid le garde. Celui resté à l'intérieur subit le même sort. Lucia et le prince sont enfin libérés. En les regardant, elle revoit sa propre enfance et refuse de laisser ses petits subir le même destin. Elle leur indique de prendre ce chemin puis de tourner à droite pour déboucher près de la place. Courageusement, Lucia prend la main de son ami et l'entraîne. Sa tâche accomplie, Paul arrive avec ses hommes. Lorsqu'il demande ce qu'il s'est passé, Sophia répond qu'elle n'en sait rien. Nous ne pouvons plus gagner, car Clara a totalement changé le cours du destin. Elle a trahi l'organisation Galos, son sort est donc scellé. Plusieurs coups de feu retentissent, et la princesse consort s'effondre avec un sourire serein. Bien qu'elle se soit égarée toute sa vie, elle a fait le bon choix à la dernière seconde. L'image de sa meilleure amie lui apparaît alors pour la réconforter. Sophia félicite son amie, puis elles quittent ensemble ce monde de pièges. De son côté, Lucia a réussi à faire sortir son amie. La chance sourit aux enfants puisqu'ils tombent sur la blonde à la sortie. À l'intérieur, les coupables se font encercler. Guidée par le plan fourni par le vicomte, la police militaire intervient. La blonde lui demande en souriant s'il préfère une fin rapide ou tardive, même si l'issue reste de toute façon la même. À la surface, l'exécution a commencé. La foule en colère réclame à corps et à cri la mise à mort de l'héroïne. La blonde repense à ce que Clara a dû traverser 10 ans plus tôt, mais cette fois-ci, les partisans de l'héroïne commencent à se manifester pour prendre sa défense. Kate crie à l'innocence de son amie. Hélène diffuse un article pour le prouver. Voyant cela, le misérable de l'organisation plaque la tête de Rita sur l'échafaud. Il énonce la sentence pour l'enlèvement du prince de Paris et tentative de coup d'État. La lame s'élève alors tandis qu'un coup de feu retentit, tiré par son fiancé. Il déclare ce verdict nul et non avenu. Le prince, sain et sauf, se présente pour témoigner en faveur de Rita. Marc affirme avoir été enlevé par l'organisation et que la blonde n'a absolument rien à voir là, dedans. Le vieil homme de Paris est également présent pour certifier la légitimité du prince. De plus, la lettre de confirmation du conseil qui vient de se tenir est apportée. Leur incroyable coup de théâtre commence enfin. Grâce au prince Philippe, tout s'est déroulé à merveille. Sans oublier la visite surprise du roi d'Erthes, décisive pour l'Assemblée. Le coupable doit sûrement trembler d'effroi en attendant son jugement. La troisième princesse de Paris s'avance alors pour annoncer qu'elle devient la nouvelle impératrice de Paris. L'apparition de cette nouvelle souveraine laisse la foule stupéfaite. La protagoniste, touchée par l'attention de son bien-aimé, se sent un peu gênée. Cet enfoiré, ivre de rage, apprend une terrible nouvelle, Paul et ses complices ont été arrêtés. Il sait qu'il est lui aussi complètement foutu. Pris de panique, il dégoupille sa bombe, bien décidé à emporter le couple dans la tombe avec lui. Heureusement,
son fiancé parvient à la pousser à temps et elle s'en sort indemne. Mais une statue à côté s'effondre et s'apprête à s'écraser sur elle. C'est là qu'un miracle se produit, Clara surgit et déploie toute sa puissance pour sauver sa protégée. Elle pulvérise la statue et s'exclame qu'un vrai héros arrive toujours pile au bon moment. Mais la joie est de courte durée. La blonde se remet aussitôt à pleurer toutes les larmes de son corps pour son amie. Il s'avère que l'âme de Clara commence déjà à se dissiper, ayant enfin accompli sa vengeance, elle n'a plus aucune attache ici-bas. Malgré tout, elle garde la force d'offrir un dernier sourire chaleureux à la jeune fille. Après tout, elle est déjà morte. Avant de s'effacer, Clara lui confie à quel point elle tenait à elle. La blonde éclate en sanglots, dévastée par la perte de son amie la plus chère. Soudain, la brune reprend connaissance dans son propre corps. Le jour même de son exécution, tout lui paraît extrêmement flou, jusqu'à ce qu'elle s'en souvienne. Le fameux élixir dont parlait le vicomte permet bel et bien de remonter le temps. Elle a donc été renvoyée dans le passé depuis l'avenir où elle avait connu Rita, juste avant de mourir. Curieusement, sa seule obsession est désormais d'abréger ses souffrances au plus vite, car sachant parfaitement ce qui l'attend, elle n'a plus la moindre crainte. Clara prie pour que la mort vienne, puis tourne son regard vers Lily et Rita. À cet instant précis, elle jure de faire de cet avenir rêver une réalité de ses propres mains. Voilà pourquoi Clara lui avait souri à ce moment-là. Et ses dernières paroles étaient en fait une promesse, celle de se retrouver 10 ans plus tard. De retour dans le présent, 2 mois se sont déjà écoulés depuis la disparition de Clara. La blonde se rend régulièrement sur sa tombe pour lui demander si elle est heureuse là. Oh! La paix est enfin revenue, tout danger est écarté. L'impératrice de Paris a été couronnée avec succès. Quant à la princesse consort, elle a été enterrée dignement, ses fautes ayant été étouffées, grâce à sa toute dernière bonne action. Le cerveau de l'affaire n'était autre que Paul, de connivence avec plusieurs nobles, tandis qu'Olivia a simulé la folie pour s'évader de l'asile. L'erreur judiciaire dont Clara avait été victime est enfin réparée. Quant à nos deux amoureux, ils coulent des jours heureux et se rendent ce soir-là chez le vicomte pour un banquet. Mais avant même de pouvoir toucher au buffet, on leur annonce qu'un chien errant s'est faufilé dans le jardin. Rita va voir ce qui se passe et se fait sauvagement agresser par Olivia. Il s'avère que cette folle est venue assouvir sa vengeance. Rita esquive tant bien que mal et implore silencieusement de l'aide. Une voix familière retentit alors, lui promettant de la secourir à condition de l'aider en retour. Clara projette Olivia au loin d'une puissante attaque, avant de taquiner Rita en lui disant qu'elle est toujours aussi naïve. En voyant son amie toujours là, l'héroïne est folle de joie. Quoique, se réincarner aurait être été préférable. Clara lui lance alors qu'elle n'a pas encore assez assouvi sa soif de vengeance et qu'elle veut faire payer bien d'autres coupables. Comme elle vient de lui sauver la mise, la blonde devra désormais consacrer son existence entière à l'épauler en retour.